Et on va commencer peut-être cette matinale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Alliance Digitale. Cette matinale, vous l'avez vu, consacrée à la publicité et au gaming, un format hybride, puisque vous êtes ici chez Alliance Digitale, et puis également quelques-uns à nous suivre sur LinkedIn normalement. Alors, on peut peut-être demander aux personnes qui nous suivent s'ils nous entendent, s'ils nous voient bien. N'hésitez pas à mettre des petits messages pour nous dire si l'audio est suffisant. On a eu un petit problème technique de dernière seconde, mais j'espère que vous pouvez nous voir et nous entendre. Ceux qui sont sur LinkedIn et ceux qui sont dans la salle, d'ailleurs, n'hésitez pas à partager autour de vous le flux, à les reposter sur vos profils, comme ça nous donnera un maximum d'impact ce matin. Alors, publicité et gaming, quand le potentiel devient action. Je vous montre très rapidement le sommaire de cette matinale. On va avoir dans quelques mots un mot de présentation et de contexte de Guillaume Monteux, de Gatsby, suivi de la présentation de l'étude de Vincent Georges, Alexandre Arquier et Adrien Lepage de chorégraphe, publicité et gaming, une étude exclusive à Alliance Digitale. Puis après, vous aurez la possibilité de découvrir des démos, de présentation de formats activables avec Hugues au sein de Game of Thrones et Edouard Perrin de Publicis Media sur les démos. Et j'aurai le plaisir d'animer une table ronde gaming et mix média, toujours avec Hugues, avec Edouard et avec James en clôture. Sur LinkedIn, vous nous voyez, vous nous entendez, n'hésitez pas à mettre des petits messages. J'espère que le son n'est pas trop dégradé. Et en attendant, je vous propose d'accueillir Arthur, directeur Alliance Digitale, pour un moment d'introduction sous vos applaudissements. Bonjour. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci à tous. Merci beaucoup de travail Publicité in-game d'être présent ce matin. Donc, c'est notre deuxième événement sous ce format, qui est un bon format, notamment pour présenter des études exclusives. Donc, la première, on l'a réalisée il y a quelques semaines. Certains étaient déjà là, c'était sur l'audio digital et l'efficacité de l'audio digital. Et maintenant, c'est sur la publicité in-game. Pourquoi c'est important pour Alliance Digitale? Parce que Alliance Digitale, c'est une vision transversale de la publicité digitale. On considère que à l'intérieur de cette communication et de marketing digital, il y a plusieurs leviers. Et évidemment, nous, l'intérêt, c'est de promouvoir, défendre aussi l'écosystème global, mais aussi promouvoir chaque levier. Et c'est ce qu'on va faire ici ce matin sur la publicité in-game, qui doit être considérée comme les autres leviers, que ce soit le programmatique d'élevage, l'audio digital, la vidéo, le retail média, le drive to store, c'est tous les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui à l'Alliance Digitale. Voilà. Je vais pas vous embêter très longtemps, je vais juste vous parler de deux choses. Je voudrais vous parler d'un programme qu'on a lancé récemment, qui est destiné aux marques. Voilà, l'enjeu, comme vous le savez, au sein de l'Alliance, on a aussi bien des agences, des technologies et des médias. Et c'est vrai qu'on aimerait bien aussi pouvoir discuter avec les marques. C'est important d'avoir le retour des marques et leur vision. C'est un programme qui permettra aux marques, d'une part, de nous donner des insights sur les sujets qui les intéressent et aussi de pouvoir faire appel aux nombreux experts qui participent à l'ensemble des groupes de travail dont vous faites partie, messieurs, dames, aujourd'hui ce matin, sur la publicité in-game. Voilà. Et la deuxième chose que je vais vous dire, notre prochain événement, parce que c'est important, on fait tous les 15 jours en ce moment, on s'ennuie pas, à l'Alliance Digitale. Donc, prochain événement, le 12 mars, et ce sera sur la digitalisation de la télé, donc la vidéo, la télé digitale. Donc, voilà, vous avez déjà pu recevoir pour les membres pas mal d'emailing de la part de Victoire, et puis c'est aussi sur notre compte LinkedIn, bien entendu, pour vous inscrire. N'hésitez pas, ce sera un très bel événement, 3 tables rondes, je pense que voilà, ce sera une matinée entière pour beaucoup, donc c'est encore un autre format. Voilà, j'ai assez parlé, je vais redonner le micro, je vais vous laisser, et je vous dis, je vous souhaite une bonne matinée, je vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Arthur de l'introduction, effectivement. Et on va inviter Guillaume Monteux pour un second mot d'introduction et un mot de contexte. Bonjour Guillaume. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette session consacrée à un sujet qui prend de plus en plus de place auprès des marques et des agences, qui est la publicité dans les jeux vidéo. Je suis Guillaume Monteux, pour ceux qui ne me connaissent pas, le président de Gatsby et le co-lead du groupe de travail gaming au sein de l'Alliance Digitale. Et je vais commencer par vous présenter un peu la dynamique de ce groupe de travail. Alors,
Voilà, vous voyez, les membres de ce groupe de travail, il y a énormément de beaux logos auxquels il faut associer évidemment Victoire, qui nous ne serions pas grand-chose et cet événement n'aurait pas pu exister. Ce groupe de travail, d'ailleurs, il se réunit tous les 4 semaines pour 1 heure et demie, et dans un temps relativement court, on a déjà produit pas mal de choses. D'abord un glossaire afin que nous parlions tous la même langue, un livre blanc de plus de 200 pages pour poser notre vision et un panorama des acteurs que nous avons d'ailleurs récemment actualisé qui permet de cartographier l'écosystème du gaming et de la publicité et de le rendre plus lisible. Aujourd'hui, nous lançons effectivement la première étude française à la jointure du monde de la publicité et du monde du gaming sous l'égide de l'IAB, et cette étude a été effectivement réalisée par Toluna. Notre ambition, en fait, elle est simple. Elle est de démontrer que l'in-game advertising est un média à part entière. Le premier enjeu de notre groupe de travail, c'est d'abord de changer le regard. Souvent, on parle de gamers comme si les gamers étaient une tribu à part entière. Moi, je préfère parler de personnes qui jouent. C'est la réalité d'une part, et c'est beaucoup plus simple. Et les personnes qui jouent, ce sont des familles, des étudiants, des parents, des actifs, des CSP+, bref, ce sont des consommateurs. Et quand un usage devient culturellement central, il devient un média. En termes de reach, on le sait, il y a énormément de joueurs. Et c'est d'autant plus vrai que on a mesuré le fait qu'il y a plus de joueurs en France que de fans de sport, pas d'e-sport, mais de sport. En fait, le jeu, c'est transversal, intergénérationnel, c'est massif et c'est profondément ancré dans les usages du quotidien. Le marché évolue. Avant, on était plutôt dans un schéma où, en termes de publicité, on raisonnait principalement par opération spéciale. On vendait un jeu, on faisait des jeux, on faisait des maps dans divers univers, Fortnite, Roblox et d'autres. Aujourd'hui, non seulement on peut faire des opérations spéciales qui restent des leviers, j'ai envie de reach et de perf qui sont tout à fait puissantes, mais on peut en parallèle aussi faire des activations en temps réel grâce à des progrès technologiques qui datent d'il y a 1 an et demi, et avant, en fait, qui n'était pas possible. Le dernier point d'évolution du marché, c'est que il y a des régies spécialisées dans le gaming qui émergent. Donc Gatsby fait partie, mais évidemment, il n'y a pas que Gatsby. Et ces régies spécialisées ont simplifié la relation entre les marques, les agences et les éditeurs de jeux vidéo pour rendre le média plus lisible, plus activable et surtout plus scalable. Le second enjeu du groupe de travail, c'est de démontrer la maturité du média. Et là, on a pas mal d'arguments. D'abord, aujourd'hui, l'ensemble des possibilités de ciblage qu'on trouve sur les autres médias sont désormais possibles dans le gaming. Et la mesure est aujourd'hui faite par les mêmes acteurs, typiquement IAS, Double Verify, dans le domaine de la visibilité, Lumen, Explain dans le domaine de l'attention, dans le gaming, comme sur les autres médias. En fait, les dispositifs se sont professionnalisés et les performances sont au rendez-vous, et on observe des retours sur investissement des campagnes des marques qui sont tout à fait très très bonnes, voire systématiquement meilleures que sur certains autres médias, et en l'occurrence le web. En fait, je vais conclure en disant que la vraie question n'est plus est-ce que le gaming est un média, mais c'est est-ce qu'on est prêt, nous, en tant que professionnels, à le traiter comme tel. Je vous propose maintenant d'entrer dans le détail et les résultats de l'étude avec mon ami et copilote Adrien Lepage de chez WPP Chorégraphe et Vincent de chez Toluna, avant d'ouvrir la discussion avec nos experts sur la table ronde. Et on peut applaudir Guillaume pour tout le travail effectué au sein d'Alliance Digitale.
Et effectivement, on invite nos deux nouveaux speakers, Vincent et Adrien. La parole est à vous. Oh, je vais me rester là, moi. Tu fais ça? Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Adrien, je travaille chez WPP Media chorégraphe sur les sujets data tech et analytics, et je vais par ici même, et dans lequel on intègre les canaux émergents, comme on les appelle ici à l'Alliance Digitale avec le gaming. Merci Guillaume, merci Vincent. Moi je suis très très content d'être là, parce qu'on a une nouvelle production, et cette étude elle a mis du temps à sortir, et j'aime bien qu'on produise des choses dans ce groupe de travail. Le dernier gros morceau, c'était vraiment le livre blanc. Si vous ne l'avez pas téléchargé et lu, allez-y. On sait qu'un livre blanc, c'est long à lire. C'est souvent quelque chose qu'on télécharge, qu'on met dans un coin de notre ordi, et puis on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va se le faire. C'est aujourd'hui. Allez-y, allez le regarder, mettez-le dans le chat GPT si vous avez besoin, mais creusez, il y a plein de choses à l'intérieur dedans. Et après, on a d'autres formats qu'a évoqué Guillaume. Là, aujourd'hui, on a une nouvelle grosse publication avec cette étude. Et l'objectif qu'on s'est donné, je travaille en agence média, donc on se pose tout le temps la question de savoir à quoi va ressembler le succès de cette campagne, de ce plan, de ce développement qu'on a fait pour tel client. Ben là, à quoi ça va ressembler, c'est si dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an ou 2, le marché parlera en disant « Ah, je me rappelle, on avait trouvé ça dans l'étude qu'avait faite Aristoluna et l'Alliance Digitale sur le gaming. Va voir dans cette étude, retrouve là, il y a des chiffres, il y a des choses, il y a des infos, il y a des nouveaux profils, etc. » Ce sera ça. Donc rendez-vous dans 1 an ou 2 pour voir si on est devenu une étude à laquelle on fait référence. En tout cas, merci beaucoup pour tout le travail qui a été fait pour accomplir cette étude. On l'a lancé parce que Guillaume l'a dit, c'est un média qui est massif, le gaming, et pour autant, à chaque fois qu'on se réunissait dans ce groupe de travail, on était bloqué tout le temps sur les mêmes sujets. C'était toujours pourquoi on n'a pas plus d'investissement publicitaire. Pourquoi moi, dans les agences médias et tous les collègues et confrères chez Publicis, chez Havas et autres, on se disait mais pourquoi il n'y a pas plus d'investissement qui est routé vers les écosystèmes autour du gaming et de la publicité? Pourquoi les annonceurs sautent pas plus le pas, etc. Et en fait, on a essayé de vulgariser, on a créé les glossaires, on a créé les livres blancs, on a créé des temps d'échange, des conférences, des tables rondes et autres. Mais on s'est dit qu'il nous manquait peut-être justement des chiffres de référence, puisqu'on est un marché qui est dirigé énormément par des chiffres, une véracité, quelque chose de très factuel, quelque chose de très froid à un moment qui va pas juste nous dire si c'est tout le monde ou si c'est bon pour une marque ou si le cadre il est favorable pour un investissement publicitaire, mais c'est quoi les chiffres? Donc on a voulu avoir nos chiffres à nous et connaître, en ayant interviewé un peu plus de 1000 Français et Françaises, exactement quels étaient les chiffres et ce qu'il y avait derrière. Donc voilà, ce qu'on voulait mesurer, c'était passer des idées reçues aux données terrain. C'est aussi le thème de la matinée. Donc faire de l'analyse, de la mesure, de la compréhension, et puis continuer un travail de pédagogie, puisqu'on sait dans une étude, ça peut être compliqué d'être pédagogue si c'est juste une avalanche de chiffres. Avec Vincent, quand on a préparé, on s'est aussi dit que même dans la manière de restituer aujourd'hui, on va évidemment pas lire une étude, on va pas lire des tableaux, mais on va plutôt les animer avec 5 focus qu'on a ressortis de cette étude. Pour autant, il faut aller la lire en entier après, quand elle est disponible aujourd'hui dans son intégralité. Mais voilà, on continue à avoir cette logique de pédagogie. Et si vous voulez approfondir les sujets, bien sûr, vous voulez rejoindre le groupe de travail, mais nous, on est encore et toujours là pour les logiques de pédagogie. Donc voilà, publicité et gaming, c'est le nom de l'étude. Vous allez avoir une clé d'entrée pour les marques, les motivations et les comportements de jeu. Les conditions à respecter, qui sera le focus numéro 3, qui était un sujet très important pour nous au groupe de travail, puisque on représente des gens qui achètent de la publicité dans le gaming ou qui vendent de la publicité dans le gaming ou qui créent des technologies pour faciliter ça. Mais derrière, il y a l'industrie créative. L'industrie créative qui crée donc et qui invente des jeux vidéo. Et dans ce monde de création de jeux vidéo, il y a des règles à respecter, puisqu'on a des gens qui ont créé des écosystèmes de jeux, des univers même créatifs. Et donc la publicité ne doit pas arriver là-dedans à n'importe quel prix, de n'importe quelle manière. D'une part, pour pas abîmer le jeu et sa création, pour pas gêner le joueur ou la joueuse, et pour pas faire quelque chose de contre-productif, c'est-à-dire donner envie aux gens de partir à cause d'une publicité qui aurait été interrompue. Un focus sur les hardcore gamers, mais j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Et puis quand même, bien sûr, qui sont les joueurs et les joueuses en France en 2026, sachant que c'est déjà un sujet qui a été beaucoup traité, beaucoup analysé, mais dans les conversations
et dans l'appel d'offres et après dans les conversations avec vous chez Harris et Toluna, on disait quoi qu'il arrive, il faut refaire un exercice de profiling des joueurs et des joueuses, puisque ça reste une des barrières numéro une, qui est mais qui sont exactement les joueuses et les joueurs en France. Je te passe la parole, Vincent, et merci beaucoup. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci Adrien pour le teasing. Merci Arthur, merci Guillaume, merci l'ensemble des membres du groupe de travail de nous avoir fait confiance sur cette étude et d'avoir pu vous accompagner sur cette pierre angulaire, ce socle qu'on va définir ensemble. Chaque média a son étude, j'imagine, j'espère que celle-ci sera la vôtre. L'idée ici, c'est de façon très macro de comprendre et analyser la relation que les Français ont au gaming. Bon, certes, ça c'est la big picture, on est en macro. Si on digue un petit peu plus les choses, ce qu'on avait envie de faire avec cette étude, c'est analyser, comprendre, explorer comment les Français perçoivent la présence des marques et de la publicité dans le gaming. Et ça, c'est une volonté inédite et qui est assez exclusive. Il y a beaucoup d'études sur le gaming. Là, c'est une étude qui est dédiée à la présence des marques dans ce gaming. Et forcément, ce qui joue en coulisses quand on a dit ça, c'est le fait de savoir si dans l'esprit des Français, on verra que les Français, on l'a vu tout à l'heure, 83% des Français sont des gamers. Est-ce que dans l'esprit des Français, est-ce que dans leurs usages et dans leur comportement, le gaming est un média publicitaire aujourd'hui et évidemment demain? Alors forcément, un enjeu qui est aussi important, aussi stratégique, moi je ne vais pas le traiter tout seul, ce n'est pas moi qui vais vous répondre aujourd'hui. Mon point de vue, je pense que ce n'est pas ce qui vous intéresse aujourd'hui. Donc moi j'ai pris conseil auprès de plus de 1000 Français. Moi j'ai interrogé un échantillon représentatif des Français. Alors pour la méthode un petit peu étude, quand on dit représentatif, c'est-à-dire que c'est structuré, il y a X% d'hommes, X% de femmes. C'est une mini-France qu'on a interrogée ici. Un échantillon qui est dense, 1018 Français âgés de 15 à 59 ans. Et tout ça, c'est fait sur quota, quelque chose qu'on a fait l'année dernière. Une intégration qui est juste récente. Avant de rentrer, ça va être un petit peu le fil conducteur par rapport à ce que tu as présenté sur les 5 dimensions qu'on va traiter dans l'étude. Je pense qu'il faut juste avoir une définition basique tous ensemble de qu'est-ce qu'un média. Alors, on pourrait y passer des heures. Là, l'idée est de se dire, un média, il y a 2 composantes clés. Un média, c'est un support, un média, c'est une audience. Dès lors que vous allez vouloir faire un média publicitaire, mais il faut que ce support soit structuré, il faut qu'il soit uniformisé, et il faut que l'audience elle soit puissante et elle soit aussi qualifiée. Et dès lors, on peut injecter une publicité et exposer à des marques. Et vous allez voir que par rapport à cette définition qui est très basique, très simple, mais j'aime bien revenir au basique, eh ben le gaming a cette conjonction d'un support, d'une audience et d'un écosystème avec un lien entre les deux, des allers-retours. Et c'est ça qui est super intéressant et qui fait aujourd'hui, aux yeux de cette étude-là, du gaming un média publicitaire à mon sens. On va rentrer dans le vif du sujet et on va le faire de façon en benchmarkant un petit peu les choses. Le gaming, une clé d'entrée pour les marques. Là, l'idée, c'est de se dire, voilà, ces marques, est-ce que mon gaming, mon support gaming, est-ce que mon audience fait que les choses peuvent se parler et que je peux me dire, je suis aujourd'hui un média? L'idée, c'est de comparer un petit peu les choses. On a agi en benchmark. On a intégré ici une petite dizaine de médias différents. La première question et le premier constat qu'on fait, c'est de se dire que le terrain de jeu, le terrain publicitaire du gaming, les jeux vidéo, quand on demande aux Français, est-ce que parmi tous ces médias-là, la télé, le web, les plateformes vidéo, les réseaux sociaux, la radio, le streaming, les jeux vidéo, le podcast, est-ce que vous estimez, vous, en tant que Français, et il y a à l'esprit que les Français que j'ai interrogés, 15-59 ans, ils sont à 83% tous des gamers, donc ils connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Eh bien, on me dit que les jeux vidéo, seulement moins d'un quart des Français, 24%, estiment qu'il y a trop de puissance dans les jeux vidéo. A contrario, regardez ce qui se passe sur des médias comme la télé ou sur le web. On est à un niveau de 61%, 2,5 fois plus par rapport au gaming. Le web, 56%, les plateformes vidéo, 52%, réseaux sociaux, 50%. Donc oui, sur mes Français qui sont très majoritairement des gamers, on a déjà ce premier aspect au niveau publicitaire. Il n'y a pas de saturation. Il n'y a pas de saturation sur ce média-là. Et pourtant, c'est un média qu'ils connaissent et qu'ils vivent et auquel ils jouent tous les jours. Deuxième élément, alors on verra, on aura des éléments à la fin sur le profil des gamers, ces fameux 83%. La question était de se dire, voilà, par rapport à ces médias, donc ce qu'on vient de voir tous ensemble, est-ce que ce média-là, le gaming, est un média qui est légitime, qui est cohérent, quand moi, en tant que marque, j'ai envie de m'adresser à des 15-24 ans? Quand moi, en tant que je me projette et je me dis, j'ai envie de rentrer en contact avec ces gens-là,
il y a l'esprit que la cible des 15-24, la génération les alphas, enfin les Z, les alphas, est la cible la plus compliquée à atteindre aujourd'hui pour les médias. Et ben, ce qui ressort en premier, c'est les réseaux sociaux. Alors évidemment, il faut aussi se dire que l'étude a été menée l'an dernier. Je pense que le social media, vu ce qui se cristallise aujourd'hui en termes d'anxiogénité sur les jeunes, voilà, c'est un élément aussi à prendre en compte. Donc, réseau social, c'est assez logique, ça apparaît. Je pense que le chiffre serait un petit peu moins fort si on l'a testé aujourd'hui. Et juste derrière, bah, ce qui apparaît, c'est que selon les jeux vidéo, 36%, un tiers des Français sur mon global échantillon, ma base ensemble des 1018 Français que j'ai interrogés, considèrent que la pub dans les jeux vidéo est un bon moyen pour communiquer ou pour informer des 15-24 ans sur les produits et services. On retrouve après les plateformes vidéo, le streaming, etc. Et vous voyez en queue de peloton, bah voilà, la télévision 19%, les podcasts, plus petit phénomène, la radio à 7%. Si je peux me permettre. Je complète sur la partie réseaux sociaux. L'objectif qu'on cherchait dans l'étude n'était pas de stigmatiser les réseaux sociaux ou de montrer les jeux vidéo en opposition à ça. Il n'y a pas plus social que des jeux vidéo pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo. C'est exactement comme le disait Guillaume en introduction, c'est tout sauf un moment où on s'enferme. Il y a quelques jeux qui sont des jeux individuels où on a besoin et on prend plaisir à jouer tout seul, mais la plupart du temps et la plupart des nouvelles évolutions sur les jeux vidéo, au contraire, c'est très axé sur la communauté, l'échange, le partage et même le être ensemble, puisque dans les logiques d'e-sport qu'on connaît tous désormais et les stades d'e-sport, on voit que c'est au contraire un moment de communion pour les joueurs et pour les viewers. Donc c'est aussi une forme sociale et peut-être justement que les catégories entre réseau social et gaming évolueront dans les années à venir, dans la classification que feront les annonceurs ou les agences médias. Non, tu as complètement raison, mais ce qui était important, ce que je voulais signaler, c'est que la puissance du seul média, elle est là, elle est claire, et on voyait sa première position. Mais le fait de se dire que, bah voilà, au sein d'un échantillon de Français de 15-59 ans, le deuxième média, c'est le gaming, je trouve que c'est un super enseignement. Et aujourd'hui, c'est le cas, et même demain. Quand on invitait à notre question de se dire, bah voilà, quel est le média qui, selon vous, a le plus d'avenir, on retrouve nos réseaux sociaux, on retrouve le web, ce qui est assez logique, c'est un lieu commun, ça fait partie de nous. Mais juste derrière, c'est la pub dans les jeux vidéo qui s'impose et qui va être au même niveau que la pub dans la télé. Média d'avenir pour les marques, le jeu vidéo rivalise, est au même niveau que la pub télé et devant la publicité audio. Voilà pour planter un peu le débat sur la clé d'entrée sur les marques. Maintenant, on va parler des motivations et des comportements de jeu. Je vous ai signalé au départ que voilà, médias, on raisonne support, on raisonne audience. Il y a un élément qui est très important, une autre définition que j'ai ajoutée là-dessus, c'est qu'est-ce qu'une marque ? Une marque, on va faire là aussi très simple, marque, c'est un repère mental sur un marché. Et c'est cette notion de mental qui nous intéresse. Le fait de se dire mental, ça fait de l'aspirationnel. Ça veut dire que mon support, il doit raconter quelque chose et il doit m'emmener, il peut m'emmener ma marque, il va même permettre de faire du storytelling et m'évader. Et est-ce que mon support, là, en termes de gaming, il a un contexte de réception ? Chose très importante dans le média, le contexte de réception, l'attention qu'on peut avoir. Donc moi, sur ce Focus 2, avant de te lancer, Vincent, moi, j'ai le rôle sur la partie publicité en tant que représentant agence média. En publicité, depuis quelques années, il y a beaucoup de révolutions que vous avez sûrement suivies autour de la disparition des cookies tiers, les difficultés des capacités de ciblage qu'on a en marketing de précision. Et on est arrivé énormément sur les conversations autour du contextuel. Comment retrouver un bon contexte pour la publicité ? Ce Focus 2, il illustre exactement ça, c'est-à-dire arriver à mieux connaître les joueuses et les joueurs pour connaître le contexte dans lequel ils sont en train de jouer, et donc le contexte et la réceptivité dans laquelle ils peuvent avoir de la publicité. Donc c'est ça ce qu'on est venu creuser avec cette étude-là. Et chers annonceurs qui nous suivez ou agences, dites-vous, quand on est systématiquement en recherche d'attention, de visibilité ou de contexte en publicité, là on en a un qui est intéressant. Et le contexte, ça va être très clair. Quand on demande voilà, pourquoi on joue, on voit que le gaming cristallise des vertus super positives en termes de contexte de réception. La question, alors voilà, il y a des taux qui sont ce qu'ils sont parce qu'on avait fait poser aux individus un top 3, ils devaient classer. Mais vraiment, regardez les vertus. Moi, je joue aujourd'hui pour me divertir. Le divertissement, le contexte favorable et positif. Pour me détendre, je suis prêt à recevoir potentiellement des messages de marque et je joue. Et quand je me connecte, quand je joue, je suis dans la détente. J'ai un moment à soi. Je suis isolé.
je suis là, je suis concentré potentiellement. Je m'occupe. On verra le côté ubiquitaire du média. Le média gaming, on peut le faire un petit peu quand on veut. On est en salle d'attente, on est en mobilité. Je peux aussi faire du gaming comme je peux le faire chez moi. Je peux explorer, m'immerger. Cette notion d'exploration et de découvrir des nouveaux mondes. Donc là aussi, une vertu super positive de se dire, bah voilà, je suis en immersion dans quelque chose qui me plaît, qui me détend et qui me divertit. Je prends mon temps. Je suis aussi social. Je peux interagir avec mes amis quand je fais mes parties. Je vis des émotions, l'émotion est là, l'ambiance est conviviale, je peux défier, je peux affronter, je le fais par passion. Ben voilà, toutes ces vertus-là sont, à notre sens, super positives et coïncident avec ce contexte de réception qui est super important en termes de médias et qui est super engageant, je trouve, quand on voit toutes ces vertus-là. Et en revoyant ce chart, je me dis qu'on pourrait peut-être retravailler, recompléter plus tard en illustrant avec les jeux vidéo qui correspondent, puisque pour chacune des raisons de jeu que tu viens d'évoquer, il y a quasiment des jeux vidéo qui peuvent nous venir en tête, ou des formats ou des devices qui peuvent venir si Ouais. c'est mobile, PC, console et autres. Il y a quelques jeux qui viennent en tête, donc ça montre aussi la diversité et la richesse des territoires d'expression de marque qu'il y a dans le gaming qui peuvent correspondre justement à ces comportements ou ces moments que viennent chercher les joueuses et les joueurs. Alors, on n'a pas fait de benchmark ici, mais je suis pas sûr que les autres médias auraient toutes ces vertus-là. En tout cas, pas la même palette, quoi. Et n'oublions pas en plus qu'il y a cette démarche de plaisir qui est là quand je veux jouer. Et ma démarche, c'est pas quelque chose de passif. Je suis en action et je me connecte à mon média. Petit élément aussi sur le fait que toutes ces vertus-là sont vécues au quotidien par mes gamers. On a isolé ici les fréquences de jeu à la fois en semaine et le week-end. Alors on voit que voilà, il y a des pics si on focalise sur la semaine qui est au-dessus, il y a un pic qui se passe en soirée, qui est l'usage particulier, on va le faire davantage en soirée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la slide du bas. Je pense qu'on est tous rodés ici aux mécaniques des médias et on sait tous que le week-end, c'est pas forcément d'abord, c'est pas forcément là où sont les études d'audience. Souvent, il y a du lundi, vendredi, on met un petit peu de côté le week-end. Et ce média-là, le gaming, il agit la semaine. On rentre du travail, on va être en soirée. Mais il y a aussi des choses qui se passent le week-end. Et je pense que c'est aussi une caractéristique du média gaming. C'est que le week-end, je fais mes parties. Le week-end, je vais jouer. Je vais m'engager envers ce média-là, notamment l'après-midi et notamment la soirée. Et ça, je pense que c'est une caractéristique propre. On disait ubiquitaire. On peut le faire partout, on peut le faire partout, on peut le faire tout le temps. Et même le week-end, là où potentiellement il y a une place qui est prise, il y a une place que les autres médias n'ont pas forcément préemptée. Le nouveau focus, du coup, je l'ai un peu spoilé en introduction, mais oui, c'était sur les conditions à respecter. Du coup, je vais pas me redire, mais en effet, la notion d'acceptation, elle est très importante, puisque derrière, c'est, on le répète, une industrie créative avec donc plusieurs formes de création, des métiers de création pour inventer des jeux. Il y a toute une classification de jeux. Tous les jeux ne sont pas des dédiés à la création pure et dure comme le cinéma ou autre, mais derrière, il y a une industrie créative, donc il faut arriver à s'infiltrer et que la publicité respecte aussi ça. Deuxième chose importante, les contrats avec les joueuses et les joueurs qui viennent chercher une expérience de divertissement, de repos et tout. Donc la publicité doit s'adapter et pas l'inverse. On a vu en première slide que le niveau de saturation sur le média gaming n'était que à 24%. Et chiffre assez étonnant, moi qui m'avait surpris, c'est ce côté, est-ce que, n'oublions pas qu'on a isolé, donc la question est ici posée aux gamers, c'est 83%. Je vais le rappeler parce que c'est un taux de puissance qui est non nul et qui est super intéressant pour vous. Est-ce que ces gamers-là, qui vivent l'expérience au quotidien, la semaine, le week-end, le soir, etc., est-ce qu'ils sont ouverts à la publicité in-game? Moi, je ne m'attendais pas à un chiffre aussi fort. Et on a évidemment 2/3, 67% des gamers qui me disent moi j'accepte. La pub, je l'accepte. Alors peut-être il y a aussi cette mentalité de comprendre comment aujourd'hui les médias sont structurés. De comprendre si on peut m'offrir quelque chose, il y a aussi des contreparties que je dois accepter. Je l'accepte, la publicité, si elle ne perturbe pas mon expérience de jeu, 37% des Français. Je l'accepte si elle m'apporte une récompense, un avantage, 30%. On additionne les deux, on est à ces 2/3 des Français. 16% seulement nous dit je préfère l'éviter autant que possible. Je préfère l'éviter, c'est pas non plus quelque chose ils ne sont pas non plus réfractaires. 17%, là ils sont plus, me disent la pub n'a pas sa place dans les jeux vidéo. Donc l'ouverture en tout cas de cette audience,
on verra après comment elle se caractérise, il y a plein d'études là-dessus. L'ouverture et l'acceptabilité de cette publicité est est carrément majeure. Et moi, c'est aussi un chiffre qui m'a étonné. Donc, ça fait sens. Si on continue un petit peu, évidemment, par contre, nos gamers, ils ne vous donnent pas carte blanche. Ce n'est pas un blanc-seing qu'ils vous font quand ils vont vous dire « moi, j'accepte ». J'accepte, mais c'est conditionné. Et je suis exigeant. J'ai déjà vécu, je joue au quotidien, et on a quand même, ils l'acceptent, mais la moitié des Français ont déjà arrêté de jouer à cause d'une mauvaise expérience de la publicité. Et ce chiffre-là de 54%, il est encore plus fort sur notre génération alpha un peu snacking. Les 15-34 ans, il va être un petit peu plus fort. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça m'est arrivé une seule fois. De ce fait-là, ça crée un contexte et des conditions à respecter si on veut que l'expérience soit pleine et si on veut que ça fonctionne. C'est un média particulier, donc il doit avoir des conditions aussi particulières. Typiquement, on a posé la question de quelle est la majeure qui vous fait, en termes de durée de pub, une durée de pub acceptable pour vous, pour que ça puisse fonctionner. Il faut évidemment que le format soit court, et la durée moyenne acceptable par mes gamers, aujourd'hui, on l'a évalué à 15 secondes par rapport à tout ce qu'on a noté ici. Il y a aussi d'autres conditions qui vont s'ajouter là-dessus. Notre durée courte, on vient d'en parler, 15 secondes, durée maximum acceptable. Il y a une logique de récompense. Et là aussi, c'est un fondement du gaming, ce côté contrepartie. Ce côté, ben voilà, moi, quand je veux bien de la publicité, mais il faut que ça m'amène quelque chose. La récompense, 35%. Il faut que le format soit non intrusif. Donc, il faut qu'il soit cohérent avec mon expérience de jeu, avec ce que je suis en train de vivre. Il faut que je sois cohérent avec l'univers du jeu. Je suis en train de jouer à certains types de jeux. N'allez pas me mettre une publicité qui est complètement en décalage par rapport à ça. Donc, il y a un travail là-dessus à faire et qui est voulu par mes gamers. Et il faut aussi que ce soit un petit peu, faut que ce soit cohérent avec mon univers de jeu et cohérent avec qui je suis. Cette notion de ciblage, elle est ultra importante. Ne me mettez pas des pubs, vous me connaissez, vous pouvez savoir qui je suis. Ne me mettez pas des pubs qui sont en totale opposition avec qui je suis, mon mode de vie et ce que j'attends de la part des marques. Donc des conditions à respecter. On avait ici le top 5. Le Focus 4 est sur les hardcore gamers, même si, après avoir longtemps travaillé sur les panoramas et les classifications de joueurs, on ne savait pas s'il fallait faire un focus particulier. Encore une fois, comme l'a dit Guillaume en introduction, on fait attention aux notions de tribu et de stigmatiser, mais quand même, d'un point de vue publicitaire, c'est intéressant d'avoir une vision sur un type de joueur en particulier, comme on le fait quand on vient chercher des gens qui sont des shoppers, sur des ultra-shoppers, des ultra-consommateurs. Quand on va chercher des gens sur la partie des éco-sensibles, on va chercher les green enthusiastes, etc. C'est intéressant d'un point de vue publicitaire d'avoir une connaissance plus fine et ce focus à de la valeur. C'est le focus 4 et l'avant-dernier avant la typologie de joueurs que va présenter Vincent. Et au-delà, je pense que nos hardcore gamers, moi, je les vois aussi comme des témoins. Parce que voilà, nous, on a dit 83% des gamers, ils ne sont pas tous des hardcore gamers. Et ceux-là sont ceux qui ont les comportements de gaming les plus poussés. Et voyons comment ils réagissent par rapport justement à la publicité. On pourrait se dire, peut-être que la grande masse se dit oui, j'accepte, etc. Mais est-ce que mes hardcore gamers qui jouent souvent, on les définit, je vais vous montrer la définition, mes hardcore gamers, ils jouent plusieurs fois par semaine. Ils ont une durée de jeu hebdomadaire qui va être supérieure à 8 heures par semaine. Ils utilisent plusieurs supports qui coexistent, la console, le mobile, le PC. Ils achètent des contenus, donc ils sont engagés. Et ils sont aussi en même temps investis dans les communautés. Ils échangent, donc il y a un social gaming là-dedans qui s'agit sur eux. Si on fait le pourcentage par tranche d'âge, là aussi, chiffre étonnant, hein, notre hardcore gamer, c'est 69% des joueurs aujourd'hui. Ça se divise comment ? Il y a 30% de 15-24 ans, 36% de 25-34, 22 35-44, 12% de 45-59 ans. Assez étonnant de se dire que il y a des choses qui se passent aussi sur des générations 25-59 ans. Il y a aussi des taux de hardcore gamers. Comment mes hardcore gamers réagissent par rapport à la présence des marques dans le gaming ? Échantillon témoin, vous avez en couleur foncée le pourcentage, le taux obtenu sur le total des gamers, et en violet le taux sur les hardcore gamers. Et voilà. Pour vous, gamers, hardcore gamers, quand une marque va communiquer dans les jeux vidéo,
Est-ce que comparé à d'autres marques qui ne le font pas, vous en avez une meilleure image, une moins bonne image, ou est-ce que ça change rien? Et bien, notre gamer qu'on considère comme des témoins, donc qui ont une expérience peut-être aussi plus poussée de la publicité dans le gaming, me disent les marques qui communiquent, moi, dans le gaming, j'en ai une meilleure image à 50%, là où l'ensemble des gamers ne sont qu'à 21%. Ça change rien à 44%, j'ai une moins bonne image, seulement 6%. Donc ces témoins qui vivent l'expérience, qui sont dedans, ne sont pas du tout réfractaires, et au contraire, sont encore plus engagés, plus plébiscitent davantage encore la présence des marques dans le gaming. Elle va améliorer pour plus d'un sur deux leur image des marques qui sont présentes, parce qu'elle est aussi sur un média qu'ils aiment et qu'ils pratiquent et dans lesquels ils sont engagés. Levier d'image puissant pour les marques, le gaming. Donc toujours cet exercice de comparer nos taux de hardcore gamers par rapport à l'ensemble du total des gamers. Bah voilà, ce qu'on voit visuellement ici, c'est que bah voilà, mes barres violettes qui illustrent, qui incarnent les hardcore gamers sont beaucoup plus poussées. La réception est beaucoup plus poussée. Moi, je suis hardcore gamer. Les marques qui investissent dans les jeux vidéo et qui font du sponsoring, par rapport à leurs concurrentes qui ne le font pas, elles sont plus crédibles, elles sont plus différentes, plus originales, elles vont être plus créatives, plus modernes et plus en phase avec les usages d'aujourd'hui. Et c'est clair et net, d'où la notion de témoin que j'aime bien dire sur cette population-là très engagée. 80% plus crédible, 84% plus différente, plus originale, 85% créative. Regardez toutes les vertus que ça a, même sur des gens qui sont les plus engagés dans ce secteur-là. On voulait faire un petit focus voilà, sur Saturn Gamer, mais pour vous dire, voilà, vous en tant que marque, si vous n'avez pas encore franchi le pas, ça va vous engager, j'imagine, à le faire. Si vous l'avez déjà fait, ça va vous conforter. Mais voilà, nos Saturn Gamers, ils pèsent beaucoup, ils sont engagés, ils perçoivent la présence de la publicité de façon plus positive que l'ensemble. Et évidemment, ils ont un vrai potentiel, et un vrai potentiel aussi d'ambassadeurs. Et n'oublions pas aussi que certains gamers, par rapport à leur profil, c'est aussi des gens qui sont peut-être difficiles à trouver en tant que média. Donc on peut les contacter par ce gaming. Et au-delà, le thème de cette matinée, c'est un potentiel qui va partir à l'action, qu'on va mettre en action. Le potentiel, on l'a vu avec ces gros chiffres de qui y sont, il y en a beaucoup. La puissance de cette audience-là, support et audience, la puissance de cette audience-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on parle sur des éléments, hormis des KPI de call to action, bah voilà, vous, les marques qui communiquent dans le gaming, est-ce que ça vous donne plus envie d'aller vers elles? Concrètement, c'est ce qu'ils me déclarent. Là aussi, on a un cours ce split entre le total des gamers et les hardcore gamers. Ben voilà, moi, je fais davantage attention à la marque. Je fais attention quand je fais ma partie. La marque qui va être dedans, je vais faire attention à elle. Ça va me pousser à la visiter le site web de l'entreprise, potentiellement à commander. 71% versus 44% pour l'ensemble des gamers. Ça va me pousser à suivre les réseaux sociaux de la marque qui va communiquer. Tout s'allume en tout cas sur ces hardcore gamers et sur l'engagement qu'ils vont avoir en termes de call to action. Bah voilà, alors peut-être vous allez me dire, ça fait plein de minutes que Vincent, tu nous parles des gamers, mais tu ne nous as pas présenté. C'était un petit peu volontaire en fait. Parce que qui sont les joueurs aujourd'hui? Je pense que vous le savez tous. Et je pense que c'est aujourd'hui, j'oserais dire, entre guillemets, une banalité, parce que les joueurs de gaming, en fait, c'est tous les Français. On l'a vu, ce taux de 83%. Et ce qu'on va voir ici, c'est en termes de profil, est-ce qu'ils sont à l'image des Français? Et c'est pour ça qu'on l'a mis en dernier, parce que c'est, à mon sens, plus un sujet, en fait, de caractériser qui sont les gamers. 83% aujourd'hui sont joueurs, 28% jouent tous les jours ou presque. La puissance, 28% tous les jours ou presque. 31%, 1 à 5 fois par semaine. 24%, 1 à 2 fois par semaine. Voilà les fréquences des gamers en France. Comment se fait le gaming par rapport aux autres médias? Comment cette pratique-là, je viens d'évoquer, se fait par rapport aux autres médias digitaux? Eh ben, on est globalement en équivalence. Les contenus vidéo via une plateforme, les YouTube, les Switch, 83% le font. Les contenus vidéo à la demande sur les plateformes, 83%. Nos jeux vidéo, 83%. Le streaming musical, 119%. Donc par rapport à ces autres médias digitaux, il n'y a pas de sujet. C'est le même équilibre. On est au même niveau que ces autres médias quand on parle de gaming. Et l'engagement, si on prend la fréquence tous les jours en termes de quotidien, là aussi, ben voilà, plus on pousse vers les médias, plus ces métriques-là de fréquence, de quotidien, etc., vont s'activer. On est au même niveau. 32% de streaming, 28, 34, 35. On est au même niveau sur l'engagement. Les supports en termes de gaming, ils sont pluriels. C'est ça aussi qui est
qui fait la beauté de la chose, c'est qu'on peut jouer à la fois smartphone, tablette, sur console, sur ordinateur. Le smartphone, la tablette, avec tout ce que ça comprend sur les aspects de console gaming, va être davantage pratiqué. Mais voilà, la console 15%, l'ordinateur 14%, sur des fréquences quotidiennes. Vous aurez tout le détail dans les résultats. Le top 5 des supports, si on fort un petit peu plus, on descend un petit peu plus, donc forcément, smartphone va apparaître en premier. Et ensuite, il y a un écart. Voilà, le premier device va être la Switch, la PS5, les PC gaming, les PS4, 28, 25, 22, 21. Voilà, il y a le smartphone en premier. Mais après, tous ces autres-là, et ce qui caractérise le gaming, c'est la pluripossession de ces usages-là qui vont s'activer. Et si je termine voilà, en disant que c'était, voilà, il y a quelque chose d'assez banal, mais il faut le souligner encore et le dire, c'est-à-dire qu'en termes de gaming, ça touche toutes les générations, toutes les catégories sociales. On a aujourd'hui 53% d'hommes et 47% de joueuses. Donc il y a un équilibre, on est à 49-51 sur la population française. En termes de pourcentage de joueurs par tranche d'âge, 25%, 15-24, la structuration, on va dire. En 24%, 25-34, 35-44, 22%. Forcément, c'est la classe qui pèse le plus en termes d'âge, est à 30%. Mais il n'y a pas, il y a pas comme certains peuvent encore l'avoir ou l'avaient il y a quelques années, ce côté, ouais, c'est réservé aux 15-24 ans, etc. C'est complètement transversal. Et alors, je ne l'ai jamais fait, j'aimerais le faire, moi, un peu d'ethno, mais si vous rendez dans un magasin, typiquement une enseigne culturelle qui vend du gaming, ce qui est assez hallucinant, c'est de voir quand on va observer les gens qui vont acheter des consoles, de voir qu'il y a des grands-parents, des enfants, des parents, des enfants, et quand vous le voyez vraiment dans le magasin, ce qui n'est pas le cas quand on regarde qui va se renseigner sur les télés, c'est pas le même profil qu'on peut observer. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Moi, je trouve qu'en conclusion, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a, ayez à l'esprit peut-être un acronyme que je vais dire, le code PUC, P-U-U-C. Le gaming, c'est de la puissance. Le gaming, c'est quelque chose d'universel, de transversal. Ce qu'on a dit sur les catégories d'âge, sur la mixité des plus âgés, des seniors, des plus jeunes, etc., des hommes, des femmes, etc. Il faut le rappeler. Le gaming, c'est ubiquitaire, on peut le faire partout, on peut le faire tout le temps, et c'est fait par les individus. Le gaming aussi a cette vertu de contexte. Le contexte de réception est important. On a vu toutes les vertus, le côté de la détente, de l'immersion. Donc il y a plein de choses qui s'agitent. Il y a d'autres informations dans l'étude et dont on pourrait parler pendant des heures. Mais voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur ce média. Et si on raisonne vraiment, j'espère que j'ai réussi à vous le montrer ici, en termes de support, en termes d'audience, on voit que beaucoup de choses s'alignent et qu'on pourrait se dire, il y a un côté un petit peu, n'ayez pas peur d'y aller. Si vous êtes déjà, je pense que ça vous conforte. Si vous êtes prêt à franchir le pas, ça va vous rassurer. Et si vous ne l'êtes pas encore, j'espère que ça va vous engager. Ouais, merci pour ma part. beaucoup Vincent, et merci à Harris et Toluna. Et l'étude est en intégralité sur le site de l'Alliance Digitale, du coup à retrouver dès aujourd'hui. Et merci l'Alliance Digitale d'avoir pu aller au bout de ce sujet et de cette volonté d'avoir vraiment l'étude. Et comme le thème c'est de passer au concret, voilà, on invite tout le monde à passer au concret et à l'action après cette étude pour avoir des plans médias avec plus de gaming. Voilà, merci beaucoup. Encore merci. Vincent. Merci à tous les deux. On peut encore une fois les applaudir. Est-ce que vous arrivez à flasher le QR code ici dans la salle et sur LinkedIn pour me dire si tout fonctionne bien? Et puis, de toutes les façons, vous pourrez récupérer l'étude sur le site Alliance Digitale à l'issue de ce webinaire. Ça fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. Formidable. On enchaîne avec du concret, la présentation de formats activables, et on invite Hugues Ossard, Global Marketing Director de Gameloft for Brands, à nous rejoindre sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Bravo Hugues. Je dis bravo avant même le début de la présentation, avec un superbe cas pour la Caisse des dépôts. Bonjour à tous, vraiment ravi d'être là. Donc, je suis Hugues Ossard, Global Marketing Director de Gameloft for Brands. Donc, vraiment ravi d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler je vais vous parler d'un cas, la Caisse des dépôts, qu'on a pu faire avec nos amis d'Avasplay, qu'on remercie encore. Une petite vidéo qui va accompagner un petit peu ce que je vais vous présenter. Alors, chez Gameloft, on travaille avec des marques de toutes les industries. L'entertainment, la food, le QSR, la cosmétique. On travaille aussi avec l'institutionnel. On a de plus en plus de marques qui viennent nous voir, des différentes institutions qui viennent nous voir pour justement engager cette audience Gen Z, je peux le mettre là, des audiences Gen Z et Millennials,
une audience qui est compliquée à engager pour ces audiences. Je pense que la Caisse des dépôts, tout le monde connaît de nom. Tout le monde connaît de nom, et on ne connaît pas forcément les missions qu'elle remplit tous les jours. C'est la transformation de l'épargne des Français dans des actions d'intérêt général, la construction de logements sociaux, la biodiversité, la formation professionnelle et tout ça. Et vraiment, une des problématiques, et un des challenges la Caisse des dépôts, c'est pouvoir communiquer justement sur ces actions, mieux les faire connaître, notamment auprès de cette cible Gen Z et Millennials. On a eu la chance de travailler donc avec Avasplay sur cette campagne pour essayer de justement de développer la notoriété de la Caisse des dépôts auprès de cette cible-là. Alors les objectifs principaux de cette campagne, ouais, c'était vraiment d'éduquer massivement l'audience, d'engager efficacement et d'augmenter la notoriété et la considération de la Caisse des dépôts autour des missions qu'elle remplit tous les jours. On a décidé avec Avasplay de travailler sur un dispositif plutôt média, média in-game, qui est scalable, qui va permettre de toucher une audience massive dans une sélection de jeux, au travers de notre network qu'on a développé chez Gameloft il y a 3 ans, qui s'appelle Combo, qui permet aux marques d'engager toutes les audiences à travers des formats non intrusifs, au cœur des jeux directement, avec un format Playable Ad, qui est un format purement interactif. Alors pourquoi Playable Ad mini-game, on pourrait dire. C'est les formats aujourd'hui qui engagent massivement cette audience-là, qu'on va identifier plutôt comme des core gamers, des audiences qui s'engagent avec des jeux d'action, d'aventure, de stratégie, vraiment des genres de jeux qui s'adressent clairement à cette audience-là. Et donc l'idée, c'était de développer un format qui allait parler directement à cette audience avec Avasplay. On a décidé, on sait que cette audience cherche à se challenger, à accomplir des objectifs dans leur jeu. Un des genres de jeux principaux de cette audience-là, c'est vraiment tout ce qui est action platformer. On a décidé de reproduire ce gameplay-là autour d'une expérience de 30 secondes, 1 minute, avec un mini-jeu qui était composé de trois challenges différents. Chacun des challenges répondait à une problématique d'éducation autour d'une des missions de la Caisse des dépôts. Le logement social et tous ces points-là. Donc une grande diversité des gameplays et une façon d'éduquer de manière ludique justement cette audience-là autour de ces missions-là. Alors c'est un jeu qui était composé de l'expérience de jeu. Le joueur rentrait dans ce jeu-là, une expérience d'1 minute à peu près, et pouvait participer à ces challenges et ensuite participer à un système de ranking. Il pouvait partager avec ses amis, donc jouer aussi sur la sociabilisation du gaming. C'est un format qui était poussé dans une sélection de jeux qui correspondait aux top jeux de cette audience-là, des jeux d'action, des jeux d'aventure, et un dispositif qui nous a permis de reacher plus de 1,8 million de joueurs grâce au fait de pouvoir toucher cette audience-là dans une session de jeux variée à travers tous les éditeurs avec lesquels on peut travailler. C'est vraiment un dispositif très puissant, plus de 38% de notoriété, de boost de notoriété, et de 15% de considération. Alors c'est vraiment un dispositif que je voulais vous présenter aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup du gaming, de toutes les opérations natives qu'on peut mettre en place, les opérations spéciales. Là, c'est vraiment un dispositif média avec cette spécificité du gaming, de la gamification et des formats vraiment interactifs qui ont un impact réel, qui répondent à une problématique du gaming qui est la fragmentation de l'audience. C'est une audience qui est large, qui est massive, mais qui est dans plein de jeux différents et plein de plateformes différentes. Pour une marque, des fois, c'est difficile de l'appréhender, de la toucher. Avec des formats de ce type de format-là et une approche plutôt média, vous allez pouvoir reacher cette audience-là et l'engager de manière pertinente et avoir un vrai impact. C'est ce qu'on pousse vraiment chez Combo, chez Gameloft Forward, dans notre network Combo. On invite les marques à choisir plutôt ce type de dispositif qui répond à cette problématique de fragmentation et qui répond aussi à une problématique de marque, qui est une problématique de billets d'entrée aussi dans le gaming, qui peut être compliquée. Avec la solution de média, c'est scalable. Vous pouvez y rentrer facilement avec différents types de formats, de la vidéo, du display, mais aussi ce type de format qui parle vraiment aux joueurs. Ce que veulent les joueurs, c'est, on en parlait juste avant, c'est le bon message, la bonne publicité au bon moment. Le moment, c'est clé. C'est ce qu'on fait chez Combo et c'est ce qu'on a fait sur ce type de dispositif. C'est une publicité avec une création interactive, une
créative, interactive, excusez-moi, gamifiée, mais poussée vraiment à des instants clés de l'expérience du joueur, où la marque va pouvoir bénéficier du niveau d'attention que le gaming offre, jouer impacter la mémorisation, le pli sur la notoriété et sur la considération. Donc ça, c'est vraiment le type de format que nous, chez Gameloft, on propose aux marques. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci Hugues, on peut l'applaudir. Merci, je crois qu'on a un second cas et on invite Édouard Perrin, Lead Social Content and Gaming chez Publicis Media. Bonsoir. Bonjour, pardon Édouard, la scène est à toi. Ouais, je voulais m'asseoir pour rester dans le cadre, mais tu me dis si c'est bon. Merci beaucoup en tout cas de nous recevoir tous aujourd'hui. Je rencontre plein de gens que j'aurais dû rencontrer certainement plus tôt. Je suis Édouard Perrin, je travaille chez Publicis Media Content en tant que lead social content gaming également. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on a fait avec McDo en termes d'intégration du gaming au sein d'un écosystème 360 où le gaming va vraiment jouer sa part. Si vous suivez un petit peu l'actualité, notamment le sport, vous savez que McDonald's est partenaire de la Ligue 1 depuis le 1er juillet 2024. Et en fait, Publicis Media et Starcom notamment a joué un grand rôle dans le rapprochement entre la Ligue 1 et McDonald's en leur disant le football, c'est un point de passion. Et c'est un point de passion qui va vous aider à aller chercher de nouvelles audiences. Et en fait, ce point de passion-là, il s'exprime bien sûr sur les terrains, il s'exprime également sur les canapés, des gens qui regardent les matchs, mais il va s'exprimer en fait sur plein d'autres domaines. Ça peut s'exprimer dans la mode au travers effectivement toute la volonté de trouver des maillots vintage, l'équipement autour du sport. Ça s'exprime sur le cinéma, les séries, la musique, beaucoup de références effectivement de rappeurs ou de musiciens autour du foot. Ça s'exprime aussi surtout sur le gaming. On va retrouver de très grandes communautés liées au football. On va trouver des jeux qui sont consacrés au football eux-mêmes, un FC25 anciennement FIFA, PES, etc. Plein de petits mini-jeux jouables. Voilà, on peut trouver des choses sur Switch, sur mobile, sur des jeux PC, etc. etc. Donc ça, c'est super intéressant. Et on s'est dit, et si on allait effectivement sur Fortnite, trouver ces communautés-là au travers de maps déjà préexistantes qui regroupent déjà des communautés assez conséquentes autour du football, en s'appuyant justement sur ce que Fortnite propose de mieux, c'est-à-dire Fortnite Creative, à savoir effectivement donner les moyens à des créateurs de contenu, des créateurs de maps, de créer leurs propres expériences de jeu et de les partager auprès de leurs audiences. Donc on est un peu dans une logique de créateur économie, sauf que on n'est plus sur YouTube, on est sur Fortnite, mais on a exactement les mêmes moyens qui sont donnés aux créateurs. Voilà, YouTube a donné les moyens des créateurs vidéo de créer leur propre communauté au travers de leur chaîne. Fortnite Creative donne la possibilité aux créateurs de contenu de créer leur propre map, leur propre expérience de jeu et de les diffuser auprès de leur communauté. Et maintenant, effectivement, de les monétiser. Et puis, effectivement, Fortnite, c'est surtout des audiences. Donc là, c'est 2,7 millions de joueurs par jour en France. Et voilà. Donc, en fait, ce que je voulais juste vous dire, c'est que sur cette map-là, en fait, qui s'appelle Footnight, on n'est pas parti de zéro. On est allé, oui, le nom, la créativité. On n'est pas parti de zéro, on est allé chercher un créateur de contenu qui avait déjà une map à fort trafic autour du foot. Donc l'intérêt, c'est aussi également de ne pas aller créer des maps de zéro, mais plutôt dans une logique de sous-location, on va dire. C'est-à-dire pourquoi partir sur la construction d'une map from scratch et pourquoi dépenser tout cet argent et cette énergie à faire venir des gens sur une map d'audience qui ne sont pas encore là, alors qu'on peut aller chercher des audiences qui sont déjà présentes sur des thématiques qui sont dans des domaines que l'on veut investir, à savoir aujourd'hui le football. Concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette map? Donc, on a un niveau de jeu entièrement sur mesure, donc qui est dédié justement à la Ligue 1 McDonald's. Donc, tout ça est aux couleurs effectivement de McDo. On y retrouve également plein de placements techniques. Et là, on est très fiers d'avoir développé une offre spécifique d'achat d'emplacement avec de la performance garantie. Donc, on va pouvoir aller acheter du billboard, du radio box, on va pouvoir avoir des wearables, on va pouvoir avoir effectivement des objets personnalisés qui permettent d'être jouables. Et ça, c'est développé avec BEMAD Network, qui nous a permis justement de monter cette offre Brand Takeover, pour laquelle on avait chez Publicis Media une exclusivité cet été de 3 mois pour le lancement de cette offre-là. Et également, voilà, je vous encourage, si vous n'avez pas déjà visité cette map, d'aller noter ce code-là et de la visiter. Et pour lequel, effectivement, on avait également développé un système de portail qui permettait, en fait, pour les joueurs qui étaient sur d'autres maps sur Fortnite, qui avaient terminé leur expérience de jeu,
de se voir proposer de se télétransporter directement sur la map Fortnite. Donc voilà, toute une galaxie en fait de formats qui permettait, au-delà de proposer une expérience de jeu, vraiment de mesurer le temps passé, de mesurer les interactions, parce que chaque format proposé sur la map est mesurable, que ce soit sur du clic, que ce soit sur de l'action, que ce soit sur de l'exposition, etc. Hem, il se trouve qu'on a permis effectivement aux joueurs de passer environ en moyenne, 12 minutes sur de l'exposition à la marque, ce qui est assez enfin, ça peut paraître peu pour des, grands jeux et vous savez tous effectivement les temps qu'on peut passer absolument incroyables sur les jeux. Mais pour effectivement un annonceur, quand vous leur dites, votre public va être confronté à la marque McDonald's dans un environnement positif, comme tu le disais tout à l'heure, heu et ce temps-là passé de 12 minutes, ça peut paraître pas grand-chose compte tenu, des temps qu'on peut passer sur le gaming, mais par rapport à des publicités qui sont vite vues, vite oubliées, c'est gigantesque. Et en fait, ça, c'est pas propre uniquement à Fortnite, hein, mais comme le disaient tous les intervenants, avant, dans l'étude ou dans la démo, on a des temps qui sont maboules et effectivement, on a des contextes qui sont extrêmement positifs. Il y avait juste quelque chose que je souhaitais rajouter par rapport à cette étude-là. Moi, je pense aussi qu'il y a un a priori positif des joueurs de se dire: «OK, cette marque-là, elle a compris qu'elle met son argent au bon endroit en soutenant ma map préférée, mon créateur préféré, la personne qui va streamer, et cetera, parce qu'elle le soutient, parce qu'elle participe justement à cette économie-là. Elle flèche son argent vers le bon côté. Ça crée vraiment un a priori positif des joueurs pour, la marque. Juste pour vous dire, en fait, effectivement, nous, le jeu, c'est pas, une fin en soi. Le jeu, il va s'intégrer plutôt dans un écosystème 360 et on va, là-dessus greffer plein de choses. On va greffer effectivement des streamers, on va greffer des créateurs de contenu et nous, on considère toujours les activations de jeux comme des studios de tournage. Voilà, et c'est-à-dire donner la possibilité à des créateurs de contenu de s'emparer de ces jeux-là pour créer des contenus. Ces contenus-là, ils vont pouvoir vivre effectivement en direct durant un live, mais ils vont pouvoir vivre aussi sous forme de clips sur les réseaux sociaux et en fait, au final, permettre à la marque d'aller toucher, grâce à ce contenu Fortnite, des audiences qui n'auraient pas forcément joué à cette map-là. Donc un peu d'exporter, on va dire, l'expérience de jeu sur les réseaux sociaux et trouver des nouveaux points de contact en se servant du matériel qui aura été créé par la map. Donc c'est ultra vertueux, effectivement, dans cet écosystème-là. Au-delà de ça, bon, on a bien sûr, ben, des intégrations, comme je vous le disais. On a des add games développés avec, BEM Ad Networks. On est présent sur les réseaux sociaux. En influence, on a des gens qui s'emparent de l'expérience pour faire des let's play, pour le présenter, pour montrer que ça existe et on sait effectivement que sur Fortnite, il y a une clé hyper importante pour faire découvrir les maps que sont les streamers, que sont les joueurs qui les popularisent. Au-delà effectivement de ce qu'on peut trouver sur les catalogues de maps ou les partages de code sur les réseaux sociaux, les streamers sont, super clés. Donc tout ça fait que le jeu existe, mais existe en fait au sein d'un écosystème média global qui va devenir super vertueux. Et en fait, à chaque étape de ce dispositif 360, on a la possibilité de faire remonter des KPI et de mesurer pour le coup effectivement un retour sur investissement pour la marque qui est quand même, quand on est une agence média, assez clé. Au final, 3 chiffres, ce sont, 318 000 joueurs sur la map, par rapport à un objectif de 150 K sur lequel on s'est engagé. Donc le RAB, c'est pour vous. 141 000 joueurs ont utilisé le portail via des maps affinitaires. Donc c'est le système dont je vous parlais, effectivement, de portail qui permet de, télétransporter d'une map à une autre et vraiment ce format-là est assez incroyable. On l'a également réutilisé, récemment pour une map, Stellantis et on a des gens qui nous dit, comment vous faites pour faire venir les gens sur cette map-là? Ben, on a ce format-là qui permet justement de faire ces transferts assez, simplement. Et puis effectivement, je vous parlais d'écosystème, on a 12,1 millions d'impressions diffusées en social media, que ce soit au travers des teasers, des créateurs, et cetera. Si je devais résumer effectivement, l'opération, et surtout les grandes leçons qu'on a tirées, c'est vraiment appliquer les recettes de la creator economy, c'est-à-dire servez-vous des expériences de jeu pour créer du contenu. Appuyez-vous sur les gens qui savent créer du contenu, qui savent les diffuser auprès de leurs audiences. C'est des gens qui font ça tous les jours à titre personnel. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas bosser pour des marques pour faire ça? Également, engagez-vous à la performance. Aujourd'hui, on le disait vraiment en préambule, ces derniers mois, ces dernières années, on a vraiment des solutions qui sortent au travers de grands acteurs que connaissent déjà les clients. Donc, ça montre patte blanche effectivement auprès d'eux pour leur dire, vous avez la possibilité de créer des activations qui sont mesurables avec des KPI que vous connaissez déjà. Vous allez pouvoir comparer avec des activations sur d'autres domaines ou alors créer vous-même vos propres offres. Faites comme ce qu'on a fait effectivement avec BEM Ad Network. On s'est dit aujourd'hui, il n'y a pas d'achat
au CPM sur Fortnite, ben, créons l'offre en fait. Et ensuite, effectivement, ben, c'est avoir une approche média du gaming, comme vous le disiez tout à l'heure. Nous, on a une vision du gaming quand effectivement il y a de grandes audiences, qu'il y a surtout des capacités éditoriales et créatives de la part des éditeurs. On sait qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui ont bien compris que pour survivre, ben, il ne s'agit plus juste uniquement de vendre de la licence ou de vendre anciennement du CD. Aujourd'hui, on a besoin de faire rentrer les marques pour soutenir tout cet écosystème. Et sachez-le, nous, en agence média, on n'a que des amoureux du média, que des gens qui aiment le média, qui aiment soutenir un média, un journaliste, etc. Et nous, on est hyper fiers de venir soutenir un écosystème gaming parce que justement, on est amoureux du gaming et on a envie effectivement d'y participer en bien sûr respectant l'ADN et les valeurs de chaque jeu, de chaque éditeur, etc. Donc merci beaucoup et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Merci. Merci Edouard pour cette présentation. Et bon, on va peut-être garder Edouard avec nous puisqu'on enchaîne sur la table ronde gaming et mix média de la recommandation à la performance. Edouard, Hugues et James Rebourg du CEL, je vous invite à nous rejoindre sur scène. Alors, je vous donne à chacun un micro, vérifiez qu'il est bien allumé. On va passer en configuration table ronde. Hop là. Peut-être se rapprocher un petit peu pour qu'on soit bien devant la télé. Est-ce que sur LinkedIn, vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Encore un petit peu peut-être? Je crois que c'est bon. Alors, hop là. Bonjour à tous les trois. Donc, on va peut-être se représenter très rapidement. On va commencer par... Donc, Edouard, on parlait rapidement de Publicis. Est-ce qu'on peut représenter un petit peu l'historique? Parce que je crois que le gaming, ça existe depuis à peu près une dizaine d'années dans votre... Oui, en fait, chez Publicis, c'est structuré à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on a un global qui effectivement active toutes les agences du groupe Publicis Media en les nourrissant effectivement avec des cases. On a au niveau aussi local Publicis Media Content auquel j'appartiens effectivement et qui va venir nourrir toutes les agences médias du groupe Publicis Media, donc des Spark, Starcom, Blue, Publicisport, etc., avec cette expertise gaming. Et après, effectivement, on a une troisième structure qui est plus informelle, qui s'appelle Unite et qui, à la base, s'était créée après le Covid. C'était juste des joueurs qui voulaient jouer ensemble dans les différentes agences et qui, effectivement, est devenu plus une sorte de réseau informel d'experts interagences qui, peut-être, n'auraient pas vu le jour sans cette initiative personnelle. Donc, au final, le gaming infuse vraiment à tous les niveaux et devient vraiment une part conséquente de ce qu'on propose dans nos stratégies médias. Quelques chiffres peut-être à partager? Écoute, non, pas forcément. Tu m'avais pas mis ça dans la liste des questions, donc je ne l'ai pas préparé, évidemment. Très bien. Hugues, également, quelques mots sur Gameloft. La société, elle a quel âge? Elle a quasiment un quart de siècle maintenant, je crois. Eh ben oui, exactement, et on va être à 26 ans, 27 ans. Ça a été créé par Michel Guillemot en fin des années 90, début 2000. Maintenant, on appartient depuis une dizaine d'années à peu près à Vivendi. Un autre breton. Exactement, exactement. On reste breton, très, très heureux. Donc, au sein de Gameloft, on a créé il y a une douzaine d'années Gameloft for Brands, qui est l'entité dédiée pour les marques. Donc, on a été un des pionniers sur l'in-game advertising. On va voir justement que l'in-game advertising, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui continue à évoluer. Au sein de Gameloft for Brand, nous, on a une équipe de commerciaux présents partout dans le monde depuis 12 ans, spécialisée dans la partie média, spécialisée aussi dans la partie gamification. Quelques chiffres pour te dire, cette année, nous, on a fait presque 700 campagnes pour les marques. Notre network étendu, c'est 1,3 milliard de joueurs chaque mois, qu'avec des jeux AA. La dernière fois qu'on avait discuté, on était à 1 milliard, donc ça progresse. Oui, on progresse, tu vois. Après 12 ans, on continue, 20% de plus. Voilà ce que je peux te dire. Et moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le gaming, 10 ans côté produit, directeur marketing France, Europe, et puis 5 ans côté partenariat, avec le développement des offres e-sport, et 5 ans depuis chez Gameloft for Brand, côté marque. Très bien, notre troisième speaker, James Rebourg, bonjour, directeur général France et Allemagne de PlayOn, mais surtout président du CEL. Comment est-ce qu'on peut présenter ce syndicat des éditeurs de jeux vidéo et de loisirs?
Alors le sel, effectivement, représente l'ensemble des éditeurs de jeux vidéo. Ce qui est vraiment intéressant et pour montrer la notion de maturité, c'était un peu l'enjeu de la présentation de ce matin, c'est qu'effectivement, le jeu vidéo, ça a plus de 50 ans. Alors c'est un média qui peut paraître parfois assez jeune par rapport à la cible qu'il a pu avoir il y a quelques décennies. Mais à date, effectivement, aujourd'hui, c'est un média quand même qui est très important, quoi. Donc on a fêté nos 30 ans et dans le cadre en fait du sel, donc on a un certain nombre de missions. La première, c'est toute la partie affaires publiques que vous pouvez imaginer par rapport aux jeux vidéo. Et je crois que les digressions qu'on pu se passer il y a quelques semaines montrent qu'il y a toujours un débat autour de l'univers du jeu vidéo. Le point également important, c'est qu'on a vocation à promouvoir le jeu vidéo. Donc, on est organisateur de la Paris Games Week, qui est un peu la grande messe annuelle montrant effectivement toute la portée de cet univers. Et le point qui est intéressant au niveau du sel, c'est que depuis maintenant 30 ans, on a vocation effectivement à la fois sourcer, structurer et pouvoir développer la donnée autour du jeu vidéo. Donc, on a vraiment cette mission de pouvoir fournir à l'ensemble des intervenants quelle est la taille du marché français, mais également donc, le sel étant en relation avec le syndicat européen, de donner une dimension et une perspective européenne et voire mondiale, quoi. Juste pour donner quand même quelques données importantes, alors tout le monde le sait en général, mais il est quand même bon de le répéter, hein. Le marché français du jeu vidéo, c'est 5,7 milliards. L'univers console, c'est à peu près 2,5 milliards. L'univers jeu mobile, c'est 1,6 milliard. Et PC, c'est 1,5 milliard, hein. Donc c'est un très très gros secteur aujourd'hui animé en France. Au niveau mondial, c'est un marché qui pèse 190 milliards de dollars, donc assez conséquent. Et surtout, en fait, très fortement porté par le jeu sur mobile. Merci pour ces chiffres. Alors, on va justement parler du gaming et son levier un peu publicitaire. Est-ce que, Edouard, on peut considérer qu'aujourd'hui, ce marché, il est arrivé à maturité ou il y a encore un petit peu besoin de pédagogie? En fait, il est arrivé à maturité en termes d'offres. C'est-à-dire qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs différents, de jeux, de possibilités d'aller toucher des gens qui sont multicasquettes, ils sont tous joueurs, mais ils sont aussi des papas, des étudiants, des enfants, enfin, voilà, etc. Donc on a une offre qui est extrêmement mature, on a une diversité de jeux qui est hyper intéressante, on a une grande profondeur dans les points d'accès aussi. Je pense que c'est moins mature du côté des annonceurs qui, pour le coup, sont parfois frileux à se dire, «Est-ce que le gaming va être plus puissant effectivement que des médias que j'ai la possibilité, d'activer, naturellement?» Je dirais que l'offre est là, mais ensuite il s'agit effectivement de traduire ça en campagne et là on est, un petit peu en retard. Mais je pense qu'avec des initiatives comme ça, comme, cette étude-là, ça nous donne encore plus d'arguments pour passer justement à la concrétisation, de cette offre-là auprès des annonceurs. Et côté gamer, ils acceptent aussi la présence de publicité? Comme on l'a dit, oui, effectivement, dans l'étude, je pense qu'ils acceptent, mais après, il y a des codes. On voit qu'il y a une grande désaffection des réseaux sociaux qui sont devenus quasiment que des plateformes de consommation vidéo dans lesquelles un tiers du contenu est du contenu publicitaire, ou peut-être 25%, je sais plus. Et donc, c'est pour ça qu'on a une grande migration, effectivement, des gens vers, vers le gaming. Et je pense qu'on a cette responsabilité, nous, en tant qu'agence, de respecter les codes du gaming pour faire en sorte qu'il ne se passe pas la même chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire beaucoup trop de publicité, trop de publicité intrusive et au final une grande désaffection de la part des audiences. Hugues, même analyse, une maturité de l'offre, mais encore un peu de pédagogie du côté de la demande? Oui, je pense que c'est les 2, hein. Je pense que c'est les 2. On est sur un média mature, comme tu disais. On est en intro, je parlais justement de Gameloft qui était un des pionniers. Ça fait 12 ans on s'est lancé, sur ce nouveau métier, hein, pour un éditeur de jeux, quelque chose qu'on a complètement appris. Donc c'est un média mature aujourd'hui. C'est un média qui est structuré, qui est organisé, ce qu'on disait justement, c'est important d'avoir une structuration du média. C'est un média aujourd'hui qui, compliant avec les standards du marché, en termes de format, en termes de trackabilité, de measurement. Les marques peuvent facilement aujourd'hui, étendre une campagne vidéo, YouTube sur le gaming. C'est très, très simple aujourd'hui à mettre en place. Donc tout est là. Les formats sont là, les acteurs sont là. On l'a fait avec le panorama ensemble justement, on voit que sur la France, les acteurs sont ici. Mais il y a encore des freins. Il y a encore des freins, chez les annonceurs. Nous, par notre connaissance du marché, ce qu'on voit, ce qu'on a pu discuter aussi tous ensemble avec Adrien, avec Guillaume également, on sait qu'il y a encore un stéréotype du gamer qui existe. Il y a encore de l'éducation à dire Des qu'aujourd'hui tout le clichés? monde est joueur. Il y a des clichés qui existent. On oublie que le jeu vidéo, comme tu disais, James, c'est un média qui a 50 ans. Ça fait 50 ans, donc tout le monde joue. Moi, j'ai joué enfant, j'ai joué ado, j'ai joué jeune adulte, je joue parent aujourd'hui. Donc, toutes les toutes les générations sont présentes. Il y a encore une incompréhension de ça. Il y a aussi,
une méconnaissance, une incompréhension de ce média qui est un peu complexe, hein, qui est fragmenté, ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est une audience qui est partout, dans plein de jeux différents, plein de plateformes différentes. Donc pour une marque et une approche média, des fois, ça peut être problématique d'identifier comment appréhender cette audience-là. Et après, aussi, ça, c'est notre travail qu'on doit faire et ce qu'on fait avec cette étude, avec le groupe de travail, c'est justement de faire connaître toutes les solutions médias, notamment qui existent pour les marques, qui vont permettre aux marques justement de tester ce média-là d'une manière pertinente et facile. C'est ce qu'on fait nous avec Combo. Alors, la difficulté, c'est de cette fragmentation et de compréhension des solutions médias scalable qu'on peut faire. Avec Combo, on a voulu résoudre ce problème-là. On a créé il y a 3 ans un one-stop shop, Mmh. tous les meilleurs jeux, les meilleurs éditeurs à un endroit Et ça avec une contribue simplification à de la media buying. à clarifier Exactement, l'offre. une compréhension. Et après, tu parlais sur les joueurs en eux-mêmes. On le voit dans l'étude. Il y a une évolution de l'acceptabilité de la publicité dans le jeu vidéo. Mais il y a des codes. Il y a des codes à respecter. La publicité dans un jeu vidéo, dans un média d'attention, un média d'émotion aussi. On parlait tout à l'heure de moments d'émotion. Euh, c'est important de pouvoir respecter ces codes-là. La publicité doit être non intrusive, elle doit apporter quelque chose à l'expérience de jeu. Est-ce que c'est une reward? C'est pour ça qu'il y a des formats, récompensés qui existent dans le jeu qui sont très populaires. Est-ce que c'est un élément qui aide à l'immersion également? Il faut qu'il y ait un échange pour que la publicité soit acceptée et qu'elle apporte quelque chose. On est quand même sur une audience qui est très engagée, qui quand elle est pas contente, elle le fait savoir. On l'a vu il y a quelques années quand on a intégré les premiers achats intégrés dans des jeux AAA console, ça criait pas mal. Maintenant c'est commun, c'est partout. Bah, la publicité c'est la même problématique. Il y a une façon de le faire et les Mmh. acteurs, des publishers comme Gameloft notamment, sont les bons acteurs pour aider à ça. Parce qu'on est honneur du contenu, on sait ce que les joueurs veulent, on sait ce qu'ils veulent pas. Ouais. On sait où est-ce qu'il faut pousser le message notamment. James, la publicité dans l'univers du gaming, c'est relativement nouveau, c'est encore minoritaire, hein, je crois, dans les revenus de vos membres, mais ça monte en puissance. Vous auriez peut-être quelques chiffres en tête à partager? Alors, si on prend l'évolution du jeu vidéo, donc c'était initialement porté vers l'univers console, également PC, et le jeu mobile est arrivé effectivement comme étant un peu le dernier type de support dans l'ensemble de l'évolution de l'histoire du jeu vidéo. Donc maintenant, quand vous prenez, par exemple, je prends uniquement le cas de la France, sur ce marché qui pèse à peu près 1,6 milliard, seulement 1% de ce qui est vendu par les éditeurs est ce qu'on appelle du contenu premium, à savoir que le consommateur va acheter un jeu 3, 4, 5, 6 euros, quoi. Et c'est pas le cœur de l'offre. 99% de l'offre aujourd'hui en jeu sur mobile, c'est du freemium. Donc on va jouer un jeu gratuitement. Et donc dans un modèle économique d'éditeur, son modèle, c'est essentiellement l'achat intégré, enfin le fameux in-app purchase qu'évoquait Hugues, qui est au départ vraiment le structurant du modèle économique. Et on s'est rendu compte qu'avec le temps, effectivement, il fallait arriver sur une forme d'hybridation entre la partie in-app purchase et la partie Voilà, in-game pour advertising. monétiser Tout ces à fait. audiences qui ne rapportaient pas. Donc par rapport à ça, effectivement, il y a une vraie évolution depuis quelques temps et sur un marché qui est effectivement très segmenté en termes d'offres, en termes de population, l'éditeur ayant besoin d'appuyer ce modèle économique sur de la publicité va faire en sorte de pouvoir préparer ça et accueillir au mieux effectivement tout ce qui serait investissement publicitaire. Donc il y a un vrai mouvement qui s'opère par rapport à ça. Et si vous prenez après la répartition, c'est vraiment un jeu hyper casual qui ne pourra être consommé qu'en version freemium. Parfois, la publicité peut représenter 70% du modèle économique, hein. Donc il y a une vraie réflexion par rapport à ça. À l'inverse, si vous prenez des jeux un peu plus qu'on appelle alors middlecore et autres, type un Call of Duty et Warzone, clairement, c'est la partie in-app purchase qui pèse à peu près 95% en fait, du revenu. Donc aujourd'hui, les éditeurs ont vraiment cette perception à dire que, si on veut, rendre effectivement leur création, rentable, ont besoin d'intégrer cette publicité, hein. Et est-ce qu'on a des chiffres au niveau français, au niveau mondial, sur le poids de cette publicité mobile, éventuellement de son évolution au cours des dernières années? Alors, j'ai donné en fait 2 chiffres qui sont assez intéressants, alors même s'il y en a un qui peut vous paraître complètement saugrenu. Aujourd'hui, l'univers du jeu vidéo, donc je refocus sur la partie, vraiment jeu mobile, ça sera à peu près 100 milliards au niveau mondial. Alors très porté vers l'Asie, également la partie Afrique qui est également très très prégnante et également une grosse partie effectivement, aux États-Unis, hein. Et sur un marché de 100 milliards, on estime que l'investissement publicitaire, pour effectivement amener des gens à faire de l'acquisition de joueurs est à peu près à 25-26 milliards, quoi. Et c'est une croissance à 2 chiffres année après année. Ce qui fait que le jeu vidéo en tant que tel est un gros annonceur en tant qu'élément structurant. À l'inverse, alors les chiffres, mais qu'on soit clair, hein, toujours à prendre avec des précautions, toute la partie, jeux vidéo ne serait effectivement que de 8 milliards de ce qui est investi en jeux vidéo. Donc il y a vraiment aujourd'hui un décalage, c'est-à-dire que le jeu vidéo embarque effectivement toute la partie investissement publicitaire et par contre on accueille relativement peu.
Et pas de chiffre niveau France, mais on peut déjà estimer à quelques centaines de millions, j'imagine. Bah, je vais laisser parler les experts autour de moi. Bon, en tout cas, je crois que les chiffres officiels n'existent pas, mais il y a effectivement une forte tendance à croître. Alors, on va revenir sur les audiences, les inventaires du gaming. Edouard, on peut vraiment comparer ça avec les autres médias aujourd'hui. On a à la fois de la couverture, on a à la fois des capacités de ciblage, on a les contextes, tout ce qui est attendu traditionnellement par les annonceurs. En fait, je vais rebondir un peu sur le case que j'ai présenté tout à l'heure. Oui, si on arrive à combiner ça avec d'autres choses dans le mix média. C'est-à-dire que le jeu va répondre à une composante de réponse de ton brief si tu veux aller toucher un type d'audience, mais tu vas devoir certainement, effectivement, pour élargir ça, ajouter du social, rajouter une partie créateur de contenu, etc. Sinon, globalement, est-ce que tu peux toucher tout le monde au travers le gaming? Si c'est la question, oui, très clairement. Moi, on voit effectivement qu'il y a une très grande richesse et que finalement, tu as des jeux pour tout le monde. Après, c'est est-ce que chacun des acteurs qui proposent ces jeux est capable de proposer un niveau de service derrière aux agences médias, c'est-à-dire des formats mesurables, des grandes audiences, du targeting, de la mesure. Ça, pour l'instant, j'ai l'impression que ça reste quand même un peu hétérogène. Donc, on n'a pas encore la possibilité d'avoir une grande approche unifiée qui nous permet, comme sur d'autres médias, de pouvoir faire tourner des moulinettes et de créer des plans de façon assez agnostique en disant c'est là que ça marche mieux, c'est là que ça marche mieux, etc. Oui, enfin, il faut savoir composer effectivement avec les différents jeux, les différents acteurs, les différents types de points de contact. Mmh. Hugues, pour des annonceurs habitués à acheter, je sais pas, en programmatique par exemple, on peut aussi les accompagner sur l'univers du gaming ou c'est plus des formats un peu spécifiques avec, des formats natifs? Non, tout à fait. Enfin, la partie média, justement, faut qu'on travaille ensemble. On va pas des petites choses qu'on peut faire ensemble sur la partie média, sur l'appréhension de ce média-là. Aujourd'hui, ce que je disais juste avant, on est sur un média qui est structuré, qui est organisé. La programmatique, c'est une grosse partie aussi de notre activité, comme chez Gatimi notamment. Aujourd'hui, tu as toutes les audiences dans le gaming. Tout le monde joue au jeu, tout le monde est là. Aujourd'hui, tous les formats que tu retrouves dans le social, dans la vidéo, dans le digital sont présents dans le gaming, au-delà des formats spécifiques au gaming. Les placements natifs, le sponsoring, tous ces éléments-là, vous avez toutes les audiences qui sont là. Je pense que moi, je voudrais faire un point aussi sur. On parlait du ciblage, notamment, je pense que c'est un point qui est intéressant de voir. Aujourd'hui, dans le gaming, nous, on est sur un média qui est safe. On est potentiellement dans le média d'entertainment le plus contrôlé, avec les normes PEGI, ESRB, puis on entend tout ce qui se passe autour. Alors, on attaque souvent le gaming, alors que c'est un média qui est hyper contrôlé, qui est hyper mesuré, qui est hyper safe pour les joueurs comme pour les marques. Avec des solutions de ciblage plutôt sur le contextuel, hein, targeting plutôt contextuel. Le gaming, c'est le roi du contexte. Vraiment, tous les différents types de contextes. Et derrière, on peut définir des comportements de joueurs. On n'utilise pas de data personnelle, tout est anonymisé. Donc le gaming, aujourd'hui, il se présente vraiment comme une solution, une alternative solide hein, pas face, hein, je dirais, mais complémentaire, en tout cas, du social media, où il y a des marques qui peuvent avoir des problèmes aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur le problème de contrôle de la qualité des contenus, et puis aussi toutes les restrictions qui se mettent en place aujourd'hui, qui complexifient le targeting sur ces networks-là. Il y a une spécificité, je pense qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte aussi dans le gaming, c'est toute la dimension, ce que cherchent les marques aujourd'hui, c'est l'attention dans le gaming. L'attention, c'est dans le gaming, c'est de par l'aspect interactif du gaming, c'est même pas un sujet. C'est que vous avez besoin d'être attentif si vous voulez jouer, parce qu'il y a un système d'input. Je prends une information et j'interagis avec ça. Donc, nous, on a une étude qu'on va publier bientôt justement avec nos amis de Mediamento sur l'attention et l'émotion dans le gaming, justement. Et d'émotion, on en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est un élément qui est important, qui est spécifique au gaming sur ce média et qui touche toutes les audiences. C'est la capacité aussi à générer un moment positif, une espèce de bulle de respiration dans ce moment un peu anxiogène. Le soir, quand je joue, je passe un bon moment, on l'a vu dans l'étude, se divertir, s'amuser, se sociabiliser. Et ça, c'est une super opportunité pour les marques, prendre la parole à un moment positif et de bénéficier de ce moment positif pour
générer aussi de l'acceptation du message et de l'intégration et de la mémorisation du message. James, on a évoqué le fait que le jeu vidéo aujourd'hui touchait toutes les générations. Il y a aussi ce phénomène de féminisation du jeu vidéo et on sait combien les femmes, et notamment les ménagères de moins de 50 ans, comme on disait au XXe siècle, avaient porté le média télé. C'est important aussi pour les annonceurs d'avoir cette population plus féminine et cette population plus familiale dans l'univers du gaming. Alors clairement, aujourd'hui, donc, finalement, un joueur sur deux est une femme, donc ça, c'est un élément quand même qui est assez prégnant. C'est pas forcément connu, mais c'est vrai que c'est un chiffre impressionnant qui est très très loin Alors, des clichés qu'on peut avoir sur le le. sel le martèle de manière assez systématique depuis maintenant 4 ans, et surtout ce qui est intéressant, on a observé, alors, on n'a pas encore l'explication claire, mais par exemple sur la Gen Z, en fait, il y a 55% des femmes qui sont joueuses. Donc elles sont majoritaires. Donc elles sont majoritaires, donc il y a une vraie évolution, alors essentiellement portée par ce qu'on appelle plutôt une consommation de jeux sur mobile, alors, ce qu'on appelle chez nous en fait le snack gaming, la notion effectivement un peu ubiquitaire par rapport aux jeux vidéo. Et cette dimension-là, pour nous, c'est vraiment un point prégnant, de manière à faire en sorte qu'effectivement on puisse avoir une audience qui soit très large, qui soit autant d'hommes que de femmes. On a pu le voir à travers les études, par exemple, vous prenez le cas des gens qui ont plus de 60 ans, ce n'était pas dans l'étude, mais aujourd'hui plus de 41% en fait sont des joueurs, et pas forcément que des occasionnels. Donc c'est une couverture quand même qui est très très large. Et pour revenir à l'audience, par rapport à ce qui peut être évoqué, un point vraiment qui est à prendre en compte dans le média jeux vidéo, ça c'est un point crucial, c'est quand vous prenez les 4 ICC, que sont respectivement le livre, la musique, le cinéma vidéo et le jeu vidéo, c'est le seul média qui, depuis sa création, est un acteur effectivement qui tourne autour du numérique. Alors que sans technique, automatiquement, il n'y a pas de jeu vidéo. Ça a été effectivement notre cœur et notre ADN. Et ce qui fait que depuis le début, quand vous êtes éditeur de jeux vidéo, vous lancez un jeu et vous travaillez en fait de manière systématique sur les mesures d'audience, comment va réagir le joueur. Alors effectivement, un modèle totalement anonymisé. Mais ça, c'est vraiment au cœur, effectivement, je dirais, de l'éditeur qui veut absolument avoir un jeu ou une offre qui satisfasse le maximum de joueurs. Autre point intéressant, c'est aussi le seul effectivement, on va dire, produit culturel qui évolue dans le temps. Alors que vous lancez un jeu, on va dire le 18 février, il sera amené à changer parce que l'éditeur va être amené à le modifier, à se rendre compte que la population aimerait plutôt avoir ça, ça et ça et ça. Et ça, c'est vraiment un point essentiel qu'on ne retrouve pas ni dans le livre, ni dans la musique, et encore moins dans la partie vidéo. Et autre point également qui est aussi assez intéressant par rapport à tout notre univers, c'est qu'aujourd'hui, on regarde avec beaucoup d'attention, qu'est-ce qui peut être fait pour véritablement en fait, renforcer l'audience. Et un point qui est vraiment crucial, c'est aussi un média qui est très social, à travers les études du CEL. Aujourd'hui, en fait, 7 joueurs sur 10 jouent effectivement avec ses amis, alors soit en mode de groupe, parents-enfants, grands-parents, ou également en ligne. Donc c'est un média qui est très social. Et sur la partie publicitaire, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez une population qui éventuellement est adressée par une marque, dans la dimension sociale, il y a un vrai côté fédérateur. Et si quelqu'un a un profil hardcore gamer dans un groupe de 3-4 personnes et est intéressé par une marque, il a la capacité à viraliser effectivement la pertinence de ce qu'il a reçu en termes de messages publicitaires. Et ça, c'est vraiment un point essentiel qu'on ne retrouve dans aucun autre type d'industrie culturelle. Donc on comprend des inventaires, des audiences très, très appréciées. Je voulais aussi revenir sur la question des formats, Édouard. Pour faire de la publicité dans les jeux vidéo, il faut les codes et il faut créer parfois des expériences qui ressemblent à des jeux vidéo. C'est important pour être accepté par les gamers. On ne peut pas arriver avec nos gros sabots en imposant les codes de la publicité qu'on a pu développer dans les 50 dernières années. C'est-à-dire qu'un format TV de 30 secondes intégré, déjà, ça dépasse la durée acceptable sur un jeu. On l'a vu au travers de l'étude. Et ensuite, surtout, on a énormément de possibilités créatives. Tu le dis, le jeu, c'est une industrie, le gaming, c'est une industrie qui s'est développée autour de la technique. Et c'est aussi énormément de possibilités qui sont données aux éditeurs d'ouvrir des possibilités créatives aux marques. Nous, de notre côté, en tant qu'agence média, dans un groupe comme Publicis, on met toujours effectivement le curseur assez haut en termes de création. On fait en sorte de se dire, OK, voilà les formats disponibles, mais voilà aussi ce qu'on peut inventer, voilà comment est-ce qu'on peut les combiner, voilà comment ils peuvent se répondre. Et en fait, au final, aujourd'hui, on voit qu'on va s'appuyer sur des inventaires existants, mais on va essayer d'aller toujours plus loin en développant une connaissance fine du jeu, des audiences et de ce qui leur plaît, de ce qu'on doit raconter. On s'adapte Alors, en fait. ça renchérit, j'imagine, un petit peu les coûts créatifs, mais l'annonceur, il s'y retrouve en termes de performance. C'est quoi les KPI, par exemple, qui va suivre? On a beaucoup de choses sur la perception de la marque. Et pour ça, effectivement, on a beaucoup d'études Brand Lift Survey, de savoir un petit peu par rapport aux gens exposés, non exposés, quelle est l'évolution effectivement de la perception de la marque. Ça, c'est extrêmement important. Et comme je disais tout à l'heure, quand les joueurs voient que l'argent est bien fléché vers leur jeu ou leur streamer préféré ou leur créateur de contenu préféré, ça crée effectivement de l'affinité et je ne vais pas dire de l'amour pour la marque, parce que personne n'aime les marques,
mais plutôt de la sympathie. On a beaucoup de choses là-dessus. On a nous-mêmes développé, nous, notre propre offre de mesures publicitaires qui s'appelle Stamp, qui permet effectivement de justement mesurer de façon extrêmement simple, sans avoir besoin de déployer d'énormes études, ce qui a changé, qu'est-ce qui a changé effectivement dans l'esprit des gens une fois qu'ils ont été exposés à ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse effectivement, c'est comment les marques s'intègrent de plus en plus dans cet écosystème-là et comment on arrive à changer leur image en s'appuyant sur le gaming. Après, sur tout ce qui est effectivement plus des choses autour de la conversion et du déclenchement de vente, il y a des choses qui sont possibles. Mais pour C'est pas l'instant, il y a plus un focus sur les notions de notoriété. Oui, mais on sait que néanmoins, effectivement, il y a des possibilités de renvoyer vers des choses très concrètes. Par exemple, là, on avait une activation qui partait de vidéos social média pour envoyer vers une activation McDonald's GeoGuessr. Donc, il y avait quand même plusieurs clics qui renvoyaient. Donc, c'était assez complexe de faire atterrir sur une page. On arrive avec des CTR qui tournent aux alentours des 3,5-4%, qui est assez élevé. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Et après, on peut aussi rajouter des logiques de e-commerce, d'affiliation qui sont très puissantes. Moi, j'ai tout à fait confiance sur la possibilité sur autant des choses très concrètes, sur des résultats très durs et du déclenchement de business, que de grandes évolutions d'image de marque. Je pense qu'il y a un panel de solutions suffisamment large pour convenir à tous les annonceurs et toutes leurs problématiques. Hugues, mes questions, hein. La créa, est-ce qu'elle est un peu plus compliquée dans l'univers du gaming, mais on s'y retrouve parce que les performances sont meilleures? Alors les performances sont meilleures, oui. C'est quoi les KPI que vous mettez en avant? Hem, alors on se retrouve avec les mêmes KPI que tu peux retrouver dans le média, sur les formats médias. Donc, le gaming, tu as les formats spécifiques comme tu disais, des placements produits, des opérations, des activations gaming comme ça dans du Fortnite ou du Roblox par exemple. Sur des formats médias, on va se retrouver avec les mêmes KPI que tu peux avoir dans le média traditionnel. Donc, tu vas avoir de la completion rate, tu vas avoir, du taux de clic, de la viewability, tous ces KPI-là, et puis aujourd'hui des KPI d'attention qu'on mesure avec nos amis de Mediamento, avec la technologie Toby. Donc tous ces KPI, tu peux les avoir. Tu parlais en termes de ROI, justement ce que tu mentionnais sur l'impact qu'on peut identifier dans le gaming, les uplifts de notoriété, de considération, et plus que de la considération, tu parlais justement d'affinité, on parle de likability chez nous, presque de l'amour de la marque. C'est quelque chose qu'on a identifié en travaillant avec une marque que je ne peux pas mentionner ici, mais un leader du jouet dans le monde, avec des petites briques, où on a justement la capacité. On a eu, lors d'une grosse campagne avec eux, merci. Non. La capacité, lors d'une campagne, on a identifié justement ce boost de likability de la marque, l'amour de la marque. J'aime plus la marque depuis cette publicité. Et ça se connecte justement avec ce qu'on disait tout à l'heure, cette bulle, cette positive emotion que tu peux avoir, ce moment positif quand tu joues aux jeux vidéo, quand c'est pensé, c'est poussé à un bon moment, le message au bon moment. Tu peux, en tant que marque, bénéficier de ce moment-là et gagner des points d'affinité sur ta marque quand tu parles les codes de cette audience, clairement. Et après, sur les formats, on se retrouve aujourd'hui, le format phare dans l'in-game advertising pour les marques, ça reste la vidéo. Nous, c'est notre format phare encore. On a des formats rich media comme le Playable Ad que je vous ai présenté, qui vont avoir des problématiques plutôt d'engagement et de génération de considération. Le format vidéo, c'est ce qui est le plus simple pour les marques aujourd'hui. Dupliquer, étendre une campagne vidéo en vidéo dans le gaming et se retrouver avec des KPI qui seront meilleurs que ce qu'ils peuvent avoir, mais avec les mêmes formats, une facilité de mise en place, notamment. James, dans le jeu vidéo, les jeux peuvent être des supports, mais ils peuvent aussi être des annonceurs. Ils testent beaucoup tous ces formats, les éditeurs aujourd'hui? Alors, ils testent après, effectivement, j'ai encore revenir sur cette fameuse segmentation entre des jeux ce qu'on appelle premium, donc PC console, versus la partie freemium dans l'univers jeux sur mobile. Et par exemple, sur un jeu premium, alors, quand un joueur effectivement a acheté un jeu comme à un certain prix, bien évidemment, en fait, la notion de publicité, quelque part, est difficilement acceptable. Donc, ça passe essentiellement dans des approches placement produit. Et il y a vraiment des univers qui permettent ce type de choses parce qu'on va recréer une simulation réelle dans laquelle on peut mettre de placement de produit où la marque va être tout de même acceptée. Donc ça, c'est vraiment un point crucial. Et pour venir sur l'exemple qu'évoquait Hugues, sur cette notion effectivement de notoriété, cette capacité à créer de l'affection, de la reconnaissance par rapport à des marques, cette fameuse marque très connue effectivement de jouets autour des briques, au-delà d'avoir effectivement un gros communicant par rapport à ça, c'est aussi un acteur qui a créé un concept de jeu
très fort, où effectivement, là, c'est l'achat de jeux freemium. Et cette marque est allée encore beaucoup, beaucoup plus loin pour effectivement maintenant élargir en fait, son spectre dans cet univers-là. Et on Donc le on disait, peut c'est à la fois du branding, mais ça peut aussi générer des ventes et de la performance. tout à fait. Enfin, sur cet exemple-là, donc aujourd'hui, chaque lancement de cette marque-là adossée également avec une autre marque, mais avec un gameplay vraiment conséquent, les consommateurs, enfin les joueurs sont prêts à payer un prix, effectivement, un premium. Donc ça Donc ça marche tend avec des éditeurs un petit peu naturels pour le secteur. Dans du hors captif, ça marche aussi. tout à fait, ouais. Donc on a une vraie capacité avec cette notion de positivité du jeu vidéo, enfin en tout cas reçue par le joueur, qui maintenant est à peu près 7 Français sur 10, de pouvoir faire en sorte de créer ce type d'expérience et que la marque se retrouve confortée par rapport à ça. Je voulais revenir aussi sur un point qu'évoquait Edouard, c'était la complémentarité entre le gaming et les autres formats. Alors on pense naturellement évidemment à la vidéo, on pense aux réseaux sociaux, on pense aussi au sport et au e-sport. Vous aujourd'hui, vous avez évidemment une vision globale quand il s'agit d'activer les campagnes de vos clients. Oui, et on en parlait juste avant que ça commence. En fait, nous, chez nous, le gaming, on le catégorise en 3 parties, on va dire. Donc, tu as tout ce qui est in-game, et là, pour le coup, on a des super représentants avec des formats intrinsèques, du placement dans l'expérience de jeu réellement, voire du jeu pour les marques, développé pour les marques. Ensuite, tu as tout ce qui est autour du jeu, donc bosser avec des réseaux médias qui sont spécialistes du jeu, tu as bossé avec des streamers, bosser avec des créateurs de contenu. Et puis, on a le 3e niveau qui est away from the game, où là, pour le coup, tu vas être plutôt sur du sponsoring d'équipe, du sponsoring de ligue, du sponsoring d'event, comme la Paris Games Week. La Paris Games Week, j'ai le deck de commercialisation, il est incroyable. Enfin, tu vois, tu as des opportunités dans tous les sens, c'est hyper intéressant. Et je dirais que ce que je dis toujours à mes clients, c'est en fait, vous avez déjà sponsorisé une équipe de rugby, vous avez déjà bossé avec des créateurs de contenu, vous allez faire de l'intégration dans une vidéo YouTube avec quelqu'un que vous aimez bien. En fait, vous savez déjà tout faire de ce qu'on vous propose sur le gaming, c'est juste le sujet différent. Tu vois, tu vas sponsoriser une équipe de e-sport, tu vas sponsoriser la LFL, tu vas faire en sorte d'avoir du placement vidéo. C'est que des choses qu'ils savent faire. Donc je leur dis, comme disait quelqu'un, n'ayez pas peur. Vous savez exactement faire tout ce qu'on vous propose aujourd'hui dans la gamme du gaming. Et Hugues, on l'a vu, en plus, on peut gamifier également d'autres leviers avec les expertises en matière de storytelling du jeu vidéo. Oui, tout à fait, tu as raison. Les formats qu'on vous a présentés avec la Caisse des dépôts, ce premier niveau de gamification, hein, qui est en fait un format publicitaire gamifié. On voit que c'est un format aujourd'hui qui sort un petit peu des frontières, qui dépasse les frontières du jeu vidéo, qui arrive sur d'autres networks, hein. Il y a Hulu aux US qui a fait un test l'année dernière. On voit que Amazon travaille aussi sur des formats interactifs. Twitch a fait des tests. Donc, nous, chez Gameloft, chez Combo, on croit à l'arrivée de ce type de format dans tous les médias digitaux à terme. Et après, il y a tout ce qui est hors média, ce que tu parlais tout à fait. Chez Gameloft, on travaille sur le développement aussi de web apps gamifiées ou alors de mobile apps complètement, ce qu'on fait notamment avec Ferrero depuis 5 ans aujourd'hui sur le produit Kinder. Je ne sais pas si vous achetez encore des Kinder Surprise. Vous avez une application que vous pouvez télécharger qui s'appelle Le Play-Doh, où vous avez une expérience ludo-éducative qu'on a développée avec Harvard. Donc c'est une autre dimension aussi de la gamification du jeu vidéo qui va dans l'univers des marques directement. Je voudrais juste parler juste d'un dernier élément sur, tu parlais de la complémentarité du gaming. Alors sur les formats, sur un élément aussi qui est important sur le gaming, et t'en parlais James, le phénomène du snack gaming qui est apporté par le mobile gaming qui crée une opportunité de reach incrémental réel. Aujourd'hui, on joue toute la journée. On joue le week-end, on l'a vu, on joue aussi dans la journée à des moments hors les prime time de fin de début de soirée, de fin de soirée. Et donc, pour une marque qui souhaite développer son territoire de marque, clairement, le gaming va te permettre de toucher ton audience aussi à d'autres moments de la journée. Complètement complémentaire ceux des campagnes de CTV ou de SVOD notamment. Ouais. Alors James, on comprend donc le gaming, c'est à la fois un formidable environnement publicitaire, un environnement complémentaire des autres médias, mais on peut aussi gamifier aujourd'hui les autres médias, notamment la CTV qui monte en puissance. On peut très bien le faire, effectivement. La seule équation qu'il faut prendre en compte, c'est toujours cette notion de capacité à pouvoir séduire donc, un joueur ou quelqu'un qui sera intéressé pour le fait de jouer. Il faut quand même quelque part l'engager, quoi. Alors autant quand on va regarder effectivement, ne serait-ce qu'une vidéo ou même potentiellement, ne serait-ce qu'un court moment de e-sport, il n'y a pas trop d'efforts à fournir. À l'inverse, effectivement, engager quelqu'un, il faut avoir cette capacité à pouvoir le faire et donc ça demande quand même beaucoup de travail
Ça demande une vraie lecture et une préparation en fait un peu créative pour être certain qu'on puisse passer d'un mode passif à un mode actif. Est-ce que dans quelques années, par exemple, la coupure pub du Super Bowl, là, dont on en a pas beaucoup parlé il y a quelques jours, elle pourrait se traduire par la diffusion de pubs jouables sur l'écran de la télévision? C'est un avenir envisageable ou pas? Alors, ça pourrait être fait techniquement. Après, je pense que sur une notion de valeur d'usage, ça peut, enfin, en tout cas à titre personnel, hein, donc ça n'engage que moi en termes de position. Mais je pense que la capacité à pouvoir se lancer dans une phase de jeu, en plus qui va être forcément relativement courte, ça me paraît assez difficile, hein. Et même si on reprend, enfin, ce qu'on aime à dire au niveau du sel, la notion de snack gaming, ça suppose qu'il y a une volonté de la part effectivement du joueur de prendre 3, 4, 5, 6 minutes en temps masqué, parce qu'il sait qu'il va passer dans une salle d'attente chez le médecin 10 minutes ou dans le métro 20 minutes. Ça reste quand même des temps relativement longs comparativement à des formats publicitaires qui sont entre des 10, 15, 20 ou 30 secondes, quoi. Et le maximum étant effectivement un format à 2 minutes, hein. Donc la lecture du gaming, c'est avant tout en fait un engagement. Donc il faut qu'on ait quand même cette fenêtre, on va dire, de temps de cerveau disponible. Très bien. Je vais vous demander à tous les trois peut-être un mot de conclusion. Édouard, ça y est, le gaming, c'est un pari gagnant pour les annonceurs. Il faut évidemment accélérer sur ce levier. Ouais, et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur, enfin contre surtout le gatekeeping qu'on retrouve en fait dans tous les points de passion. Le gatekeeping, c'est le fait de essayer d'exclure un petit peu naturellement les gens qu'on ne considère pas comme des vrais joueurs. Donc vraiment montrer à vos clients enfin décomplexer-les, montrer-leur des choses, aller les faire rencontrer les équipes, emmenez-les sur des événements. Là, j'étais sur l'événement Rainbow Six ce week-end. C'est des choses super intéressantes parce qu'ils voient que l'organisation, elle est vraiment au niveau de tous les autres événements qu'ils peuvent faire. Faites-les parler avec des gens qui aiment le jeu, qui n'auront aucun souci à les accueillir dans cette Jouer avec communauté-là. vos Et jouer clients avec eux. annonceurs. Après, effectivement, on n'est pas tous des hardcore gamers. Moi, comme tu disais tout à l'heure, moi aujourd'hui, je joue pour accompagner mes enfants. Vous jouez à Tu quoi? vois? Bah, je joue principalement sur Switch. Donc voilà, donc du Mario Kart, du Zelda, et parce que justement, c'est aussi recréer du temps de qualité avec ses enfants que de passer du temps sur les jeux. Donc, quel que soit l'âge qu'on a, ou la passion qu'on a, ou la connaissance qu'on a du milieu, cassons le gatekeeping et donnons envie aux gens de s'y intéresser sans les exclure, leur dire ah oui, bah, c'est quoi ton top 3 de jeux préférés? Ça n'a plus aucun sens en fait en vrai. Très bien, merci Édouard. Hugues, le mot de la fin? Enfin, votre mot de conclusion? Bah, je pense qu'on a vu là lors de cette discussion, et vous le verrez dans l'étude, hein, le gaming, ça combine une audience massive, une attention élevée, un fort engagement, un network qui est brand safe, des opportunités de reach incrémental réelles. Donc, pour conclure, moi je dirais qu'aujourd'hui, toutes les marques doivent intégrer dans leur mix média digital le gaming comme un channel incontournable, au même titre que le social, au même titre que la vidéo. C'est plus un nice to have maintenant. C'est plus un élément de test. Ça doit devenir un pilier stratégique pour générer de la notoriété, pour générer de la considération sur le long terme. Merci Hugues. Et on va également demander à James un mot de conclusion qui sera le mot de la fin. Alors, pour reprendre ce que dit effectivement Edouard, c'est qu'aujourd'hui, dans le cas du CERF, on a toujours vocation à casser un peu ces codes où le gamer, c'est quelqu'un d'asocial, si possible assez jeune. Donc, c'est un peu notre débat qu'on sort tous les ans. On a une étude qui est portée sur vraiment une analyse très très large en fait, des profils de joueurs. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a fait cette année, on a voulu en fait montrer qu'est-ce que fait le joueur par rapport à quelqu'un qui serait non-joueur. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le joueur va plus au théâtre que le non-joueur, il va plus faire du sport que le non-joueur, va plus facilement à des événements sportifs. Donc toute cette dimension qui ferait que le joueur passe un temps démentiel à jouer et en ayant une rupture de ses relations sociales, Un no life, c'est totalement comme on faux. dirait, Un no ouais. life. En fait, ça n'existe pas, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui effectivement est joueur, on a pu le dire en amont, 7 joueurs sur 10 jouent en pratique sociale avec leurs amis, font autre chose. On a même des études qui tendent à prouver qu'aujourd'hui, quand vous prenez la génération effectivement des 10-18 ans, plus de 45% sont fait des amis à travers le jeu vidéo qu'ils ont rencontrés après physiquement. Donc c'est des vrais médias effectivement, de rencontres. Et qu'on soit clair, hein, des rencontres tout à fait légitimes par rapport à ça. Ça nous Donc, regarde effectivement, pas. il y a un gros travail que nous on fait au niveau du CEL pour être amené à montrer qu'effectivement être joueur, c'est être un Français normal, voire engagé sur pas mal d'autres sujets, et certainement pas un no-life. Très bien, et merci au travail que vous faites au sein du CEL. Bravo à tous les trois, on peut les applaudir. J'espère qu'on aura cassé les idées reçues sur le secteur du jeu vidéo et qu'on aura incité les annonceurs, évidemment, à poursuivre leur investissement dans le gaming. Merci à tous les trois. On va vous remercier une fois de plus tous d'être venus ce matin chez Alliance Digitale. Merci également de nous avoir suivis sur LinkedIn. J'espère que le son était correct. Vous pouvez retrouver en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran
différentes, l'étude que vous avez vue tout à l'heure, et puis j'imagine aussi les cas clients. Et puis on vous donne rendez-vous après les vacances pour de nouveaux événements Alliance Digitale. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.